Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le jeudi 8 octobre, toujours en télétravail en raison de précautions sanitaires dans notre équipe, mais le moral est bon. Au sommaire de cette émission, 1 million de Français, oui, bien 1 million de Français ont basculé dans la pauvreté selon les associations. On en discute avec Ouria Tareb du Secours populaire, conséquence évidemment du Covid. Nicolas Sarkozy devant les juges dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Regardez-nous, regardez cette émission et vous comprendrez, on espère tout en quelques minutes sur ce dossier tentaculaire avec Fabrice Arfi qui enquête sur cette affaire depuis près de 10 ans. Enfin, nous partirons au Liban prendre des nouvelles de Beyrouth et de ses habitants 2 mois après l'explosion dans le port qui a détruit une partie de la ville et fait de nombreuses victimes. À l'air libre, c'est parti. La crise sanitaire a plongé dans la précarité des millions de personnes du jour au lendemain. Voilà ce qu'on peut lire dans le dernier baromètre du Secours populaire. Secours populaire dont vous êtes secrétaire national, Ouria Tareb, avec nous depuis Toulouse. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, ce chiffre énorme, 600 000 personnes jusqu'ici inconnues du Secours populaire ont sollicité, dites-vous dans ce baromètre, une aide alimentaire auprès de l'association durant le confinement. Est-ce que c'est du jamais vu? À ma connaissance, c'est du jamais vu. J'ai jamais vécu ça au Secours populaire. Pourtant, on a vécu pas mal de situations d'urgence et Mmh. celle-ci, elle est terrible parce elle dure dans le temps Mmh. et qu'elle Qu'est-ce qui se... touche, Ouais. malheureusement pratiquement tous les citoyens. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que selon d'autres associations caritatives aussi, vous et d'autres, la crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté 1 million de Français en plus d'ores et déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus de 9 millions de personnes qui sont aujourd'hui au-dessous du seuil de pauvreté, 1 063 Mm. euros par mois. Donc la crise sanitaire aurait fait basculer 1 million de Français en plus dans la pauvreté. Qui sont-ils, ces gens qui ont eu besoin récemment de vos services? Par exemple, à Toulouse, quelles sont les histoires de ces gens? Elle a fait basculer malheureusement les personnes déjà qui étaient sur le fil du rasoir, c'est-à-dire les personnes retraitées qui vivaient avec une retraite qui était déjà très limite. Donc ils avaient pour assurer leur fin de mois, ils faisaient quelques petits travaux comme par exemple ces femmes retraitées qui faisaient de la couture par exemple pour arrondir leur fin de mois et qui, à cause du confinement, n'ont pas pu travailler. Elle a mis en difficulté aussi de nombreux jeunes étudiants qui avaient besoin de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux, hein, Mmh. alimentaires, payer leur Mmh. loyer, etc. Et elle a mis aussi en difficulté toutes les mamans qui étaient seules pour élever leurs enfants et qui assuraient des emplois par-ci par-là. Est-ce que vous voyez de nouveaux publics arriver? Il y a des gens qui ont aussi subi les conséquences économiques du coup de la crise dans des entreprises, par exemple. Est-ce qu'il y a des publics de gens qui jusqu'ici étaient sur le fil du rasoir, mais voilà, avaient une activité que vous voyez aussi arriver? Oui, il y avait les intérimaires, par exemple. C'était Mhm. une population qui, jusqu'à présent, on n'avait pas besoin d'aide d'association, qu'on a vu arriver au Secours populaire parce qu'ils se sont retrouvés sans emploi. Et tous les jeunes actifs qui arrivaient à avoir un salaire assez correct et qui, à cause du confinement, se sont retrouvés finalement avec un SMIC parce qu'ils étaient soit commercial, soit voilà. Donc, ils arrivaient quand même à obtenir un salaire assez correct pour pouvoir vivre décemment. Mhm. Euh, Ce qui est frappant dans les récits que font les différentes associations, dont la vôtre, c'est la soudaineté hein, de cette bascule. Oui, enfin, moi, pour avoir été sur le terrain dès le départ, ce qui nous a vraiment alertés et interpellés, c'est le nombre de familles finalement et de personnes qui nous ont sollicités, qui sont Mhm. soit arrivées au Secours populaire parce que de toute façon, ils n'avaient pas de choix, hein, c'était soit payer son loyer, soit se nourrir, enfin voilà, donc il fallait vraiment qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Et c'était vraiment très soudain pour nous parce que se retrouver face à un public qui était comment dire, qui était vraiment touché par cette crise et moralement et Mhm. économiquement. Enfin, il a fallu gérer en fait le côté soutien moral et on n'est pas forcément des professionnels et il a fallu improviser et puis être là pour eux.
Ouais, vous devenez pas juste une association qui donne à manger, qui aide un petit peu, qui donne un coup de main, c'est aussi un coup de main psychologique et personnel, quoi. Voilà, vraiment, il y avait un travail d'écoute et d'accompagnement qui était très important pendant Mhm. ce confinement et ça dure encore puisqu'on soutient encore des personnes qui n'ont Mhm. pas la possibilité de sortir de chez elles. Elles ont vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse ben, les appeler une fois par semaine, par exemple, pour prendre de leurs nouvelles. Oui, parce que là, il y a aussi une situation de solitude, beaucoup évidemment, avec ce confinement, évidemment. Est-ce que vous craignez aujourd'hui une explosion de la pauvreté dans les prochains mois? Il y a déjà ces chiffres très forts, 1 million de personnes d'ores et déjà, en plus, ayant basculé dans la pauvreté. Est-ce que vous craignez que ça prenne des proportions encore bien plus grandes? Ben, vu malheureusement le contexte économique et social, ben, on craint fort que finalement ça mette encore plus de personnes, Mhm. que ça les fasse basculer dans la précarité. On le voit puisqu'on est régulièrement sollicité pour des aides au maintien au logement. Parfois, Mhm. on nous demande de les aider à payer leur loyer, etc. Mhm. On rencontre finalement des gens qui sont à découvert, qui n'arrivent plus à payer leurs charges fixes. Donc ça, c'est Mhm. très inquiétant pour nous parce que elles ont vraiment peur de l'avenir. Et puis voilà, il faut être là et c'est compliqué aussi pour Mhm. nous, associations. Alors, les jeunes sont particulièrement touchés, vous l'avez dit, et beaucoup rentrent sur le marché du travail et n'ont pas de débouché actuellement en cette Mm. rentrée. Et ça concerne ceux qui, en plus, ont des formations. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de formation et qui déjà ont Oui. peu de chance d'habitude ou beaucoup de difficultés et qui en ont encore plus là. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement qui refuse toujours de donner un revenu minimum pour les 18-25 ans? Ben, moi, je pense que ce revenu est nécessaire, en tout cas pour soutenir ces jeunes, pour leur permettre d'avoir euh, une vie meilleure. Parce que pour un élève, par exemple, qui a besoin d'étudier, qui va en cours toute la semaine et qui est obligé de chercher du travail le week-end Mhm. et le soir, c'est pas possible. Enfin, on les voit moralement, ils sont fatigués, ils n'ont plus de vie sociale. Il y a vraiment besoin quand même de penser à ces jeunes et d'avoir. Enfin, c'est l'avenir, les jeunes, donc il y a vraiment besoin d'être là pour eux. Mmh. Ouais, détresse matérielle, détresse aussi psychologique Oui. et c'est ça qui est important aussi dans ce que vous nous racontez. Merci beaucoup, Ouria Tareb, secrétaire national du Secours populaire, avec nous depuis Toulouse. Et je rappelle aussi ce chiffre incroyable au niveau mondial, cette fois-ci, selon une étude de la Banque mondiale, hein, la crise liée au Covid va faire basculer d'ici à la fin de l'année 2021 jusqu'à 150 millions de personnes de plus sous le seuil de l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté, c'est 1,61 € par jour. Voilà où on en est. De nombreux pays connaissent une chute des revenus du travail d'une magnitude jusqu'ici rarement observée, prévient la Banque mondiale. Merci beaucoup, Auria. Manuel Jardino, bonjour. Salut Mathieu. Tu es journaliste à Mediapart, tu suis les questions sociales. On attend les chiffres du chômage ce vendredi. Tu vas lire un peu pour nous dans la boule de cristal. Deux choix, est-ce qu'ils seront mauvais ou très mauvais? Je pense qu'au mieux, ils seront mauvais. Et ça sera déjà pas mal. Je rappelle juste deuxième trimestre 2020, plus 24% de chômeurs en plus en catégorie A. Ça fait 815 000 personnes sans travail depuis 3 mois. Un élément à avoir en tête pour la rentrée, 190 000 jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail. C'est énorme. Une étude du ministère du Travail publiée aujourd'hui indique qu'on a eu aussi une hausse de 21% des ruptures conventionnelles pendant le mois d'août. Ça fait des chômeurs en plus. Et que près de la moitié des entreprises qui ont diminué leur effectif pendant la crise sanitaire déclarent qu'elles ne reviendront pas à un niveau normal. Donc la crise est là, mais on rentrera certainement dans le dur en 2021 après la vague de plans sociaux. Oui, le gouvernement prévoit la destruction de plus de 700 000 emplois déjà d'ici la fin de l'année. Alors Manuel, tu restes avec nous, on va rentrer dans la mécanique de ce qui se passe avec déjà un premier exemple. Avec toi, Emmanuel Riondé. Bonjour Emmanuel, tu suis l'actualité toulousaine pour Mediapart. Emmanuel, tu as suivi ce qui se passe chez De Richebourg, un sous-traitant d'Airbus situé à Blagnac, près de Toulouse. C'est une mobilisation qui dure, hein. Tu nous en avais déjà parlé en mai dans Mediapart. 160 salariés, un dixième des effectifs viennent d'y être licenciés. Alors on va voir des photos que tu as prises dans la mobilisation depuis quelques mois. Que s'est-il passé sur place? Donc ces images qu'on est en train de voir ont été prises le 12 juin lors d'un rassemblement des salariés devant le siège de Richebourg Aéronautique Service. DAS, c'est une entreprise d'environ 1600 salariés, dont 1400 à Toulouse, le reste à Marignane et à Saint-Nazaire.
et qui réalise environ 90% de son activité en sous-traitance d'Airbus. 2 mois avant, en avril, Airbus avait annoncé une réduction de ses cadences sur les chaînes de production à cause de la pandémie. Et le 6 mai, la direction de Richebourg, lors d'une réunion du Conseil social et économique, le CSE qui remplace le comité d'entreprise, avait placé ses salariés face à un choix difficile qui était le licenciement de 700 d'entre eux tout de suite ou rapidement, ou la signature d'un accord de performance collective, un APC, censé repousser à plus tard le PSE. Le 12 juin, les salariés sont là, mobilisés, le jour où l'accord en fait a été signé et conclu entre la direction et le syndicat majoritaire FO, tandis que la CFE, CGC et l'UNSA avaient, eux, refusé de le signer, mais les majoritaires ont signé. Et donc, il y a bien eu, un mois et demi plus tard, le 29 juillet, lorsque l'accord est entré en vigueur, 160 salariés qui se sont retrouvés licenciés. Alors Emmanuel, si ces salariés ont été licenciés, c'est qu'ils avaient refusé de signer un APC, accord de performance collective, une mesure entrée dans la loi après la réforme du Code du travail fin 2017. Que proposait cet accord exactement et pourquoi certains l'ont-ils refusé? Alors, cet accord contient la suppression des primes de transport et de repas, les indemnités forfaitaires et journalières de transport et de repas, et celle du 13e mois pour les cadres qui touchent plus de 2,5 fois le SMIC. Pour les autres, ce 13e mois sera versé en octobre et en décembre. Ceux qui ne l'ont pas signé ont donc été licenciés et sont partis, c'est important de le relever, avec des surprimes correspondant selon les catégories d'âge à 1 à 8 fois leur salaire hors prime et en plus des indemnités légales de licenciement. C'est intéressant parce que cette surcote, elle montre bien que les APC sont en réalité là plus pour inciter les salariés à quitter l'entreprise que pour sauver l'emploi. Ceux qui ont signé, eux, ils ont reçu fin août leur premier bulletin de paye amputé d'environ 500 euros. Au moment de la signature en juillet, la direction de Richebourg avait assuré que le manque à gagner ne serait que de 170 euros. C'est faux. Je parlais hier avec un représentant syndical de l'UNSA de Richebourg qui me disait, il donnait l'exemple d'un câbleur qui était passé de 1900 à 1400 euros et qui me disait qu'en réalité, des personnes qui avaient 8 ou 9 ans d'ancienneté se retrouvent aujourd'hui avec des revenus moindres que quand ils ont été embauchés. C'est autour d'un quart des revenus qui disparaît des feuilles de paye et du coup, certains devraient malheureusement peut-être basculer dans le surendettement, me disait-il. D'autres ont arrêté de payer les nounous pour les enfants, d'autres vendu leur seconde voiture et beaucoup pensent à essayer de trouver un petit boulot d'appoint le week-end. Voilà, donc en fait, comme annoncé un peu au printemps et comme on le craignait au printemps, de Richebourg aura fait figure de tête de pont pour expérimenter ce dispositif d'APC. Et ce qui inquiète vraiment maintenant ici, c'est que ça se multiplie un peu dans la filière aéronautique, à commencer par Airbus, dont la direction, ce lundi, le 21 septembre, alors là, il y a 2 jours, avait convoqué les organisations syndicales à une réunion d'ouverture des négociations d'un APC. Merci Emmanuel, on te lit bientôt sur Mediapart. Manuel Jardineau, je me tourne vers toi à nouveau. Ce qui se passe à Richebourg, à Toulouse, en quoi c'est symptomatique de ce qui se passe aussi ailleurs? En tout cas, ça montre que les entreprises savent se saisir des dispositifs très libéraux, comme les accords de performance collective qui sont nés avec les lois Pénicaud, les ordonnances Pénicaud. C'est ça, c'est l'application de la loi du Code du travail, la modification du Code du travail. Et qui sont des vrais outils à chantage contre l'emploi en période de crise. France Stratégie, d'ailleurs, dans une évaluation, s'est montré très, très réservé sur l'utilisation de ce type de dispositif en ce moment. Et il l'a bien montré, hein, il l'a bien dit, des salariés sont licenciés, ils perdent de l'argent. Tout ça est un jeu de dupes, d'autant qu'aujourd'hui, rien n'empêche l'entreprise ensuite de licencier. Alors avec toi, on va parler d'un autre cas, une autre entreprise un peu différente, mais c'est une autre facette de cette crise sociale qui émerge. Cette entreprise, c'est le fabricant de pneus japonais Bridgestone, à Béthune, dans le Pas-de-Calais. L'usine va fermer, laissant 863 salariés sur le carreau. Tout sauf une surprise, expliques-tu, Manuel, dans un article que tu as publié ce matin sur Mediapart. Est-ce que c'est à cause de la pandémie ou est-ce que Bridgestone profite de la crise pour licencier? On va dire que c'est un peu les deux. En fait, évidemment, le marché de l'automobile est en crise. Évidemment, Bridgestone ne vend moins de pneus. Mais pour l'usine de Béthune en particulier, c'est une usine où il y a eu un sous-investissement depuis des années et qui, de toute façon, n'est plus adaptée aux voitures qui sont vendues. Et donc, c'est une suite logique d'une stratégie industrielle de délocalisation. Alors, tu expliques aussi que Bridgestone a bénéficié de nombreux avantages fiscaux et de millions d'euros du crédit compétitivité emploi, le CICE, lancé sous le quinquennat de François Hollande. Peux-tu
nous refaire les additions, c'est-à-dire combien d'argent public a reçu Bridgestone? Alors, ce qu'on sait par source syndicale, c'est très difficile puisqu'il n'y a pas d'obligation de dire combien elle a perçu. En 2018, Bridgestone aurait perçu à Béthune 1,8 million d'euros. On peut supposer qu'en 2019, sous forme maintenant d'exonération de cotisations sociales, ça doit être à peu près la même chose. Plus en 2017, 120 000 euros de la part de la région au titre de la formation des salariés. Je rajoute aussi qu'elle a aussi bénéficié de subsides européens pour se développer en Europe de l'Est, notamment en Pologne dès 2013, où elle a reçu 24 millions d'euros. On voit bien qu'il y a du dumping social en Europe et que là, aujourd'hui, l'usine de Béthune en est la victime. Alors, on a entendu les réactions outrées des ministres. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, assassinat. Le porte-parole du gouvernement nous parle de scandale. On a même envoyé 2 ministres sur place. Que peut faire, que va faire réellement, que veut faire le gouvernement? Alors d'abord, ils se scandalisent et c'est leur rôle. Ils sont des politiques. En revanche, ils nous prennent un peu pour des idiots. C'est-à-dire que Béthune, Bridgestone à Béthune, c'est l'histoire qui se répète. C'est Goodyear, c'est Continental, c'est Whirlpool, c'est Ford du côté de Bordeaux. C'est toutes ces entreprises industrielles qui, depuis des années, récupèrent de l'argent public pour sauver les emplois et qui ne respectent absolument aucun pacte en termes de contrepartie. Et là, aujourd'hui, les politiques doivent vraiment se poser cette question-là. Quelle contrepartie pour conserver l'emploi industriel en France? Et c'est ça tout l'enjeu. Et l'enjeu, c'est pas faire des ronds de bras en disant que c'est un scandale. Toute dernière question, Manuel, est-ce qu'il faut s'attendre, comme en 2009, au moment de la crise financière, prochainement à un déluge de plans sociaux en France? Il est sûr qu'il y a un effet cascade et domino. On le voit par exemple dans l'aéronautique dont on a parlé. Airbus, dès le printemps, officialise plus de 4000 départs de l'entreprise. À partir du mois de mai, les équipementiers commencent à lancer leurs plans sociaux. Aujourd'hui, on a fait un petit calcul. On doit être autour de Toulouse, autour d'Airbus, à plus de 2000 licenciements prévus à l'horizon printemps 2021. Déjà, on y est. Et on observe aujourd'hui le même phénomène, par exemple, dans l'automobile. Ce qui est plus compliqué, c'est les toutes petites entreprises isolées qui vont de l'hôtellerie-restauration à l'artisanat. Une petite information, un petit teasing. Vendredi, on va faire tout un bloc d'articles sur la question du chômage et en particulier, on va mettre en ligne une carte des licenciements qu'on est en train de recenser partout en France. Alors on parle à présent d'un conflit social qui implique des femmes racisées. C'est sans doute le plus long conflit social actuellement en France. On en parle avec ce reportage de Mathieu Magnodext et Youmni Kezouf. Ce combat, c'est celui d'une vingtaine de femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles en lutte depuis 14 mois. Ces femmes sont noires, certaines ne parlent pas bien le français et pendant longtemps elles ne connaissaient pas leurs droits. Elles sont employées par Accor, géant européen de l'hôtellerie coté au CAC 40, ou plutôt par un de ses sous-traitants, STN. Et depuis des mois, elle lutte contre des cadences infernales, 40 à 50 chambres par jour, des journées à rallonge, des heures sup pas payées. Au printemps, Accor était sur le point de commencer à discuter, mais le Covid qui a fait chuter même les recettes de l'hôtellerie est passé par là. Et il n'en est plus question. Pas grave. Ces femmes de chambre continuent leur action. Récemment, elles ont occupé ce Sofitel 5 étoiles près de l'Opéra à Paris. Comme toujours, une occupation festive, pacifique, avec le soutien de militantes vêtues de blouses bleues et de gants jaunes à l'image de Rosie la rifteuse, icône aux États-Unis des luttes féminines pour l'égalité du travail. Parce qu'ils n'ont pas honte d'humilier les femmes de chambre et les gouvernantes. On est dans un pays de droit. Ça ne vous donne pas droit d'humilier ces femmes-là. Vous devrez avoir honte de vous. Vous devrez avoir honte de vous, le groupe Accor que vous êtes. Vous devrez avoir honte de vous. 14 mois de lutte pour simplement le droit que demandent les femmes de chambre. Vous jouez à la sourde oreille. Vous profitez du système du Covid-19 pour arrêter les négociations. Vous devrez avoir honte de vous. Vous n'avez pas de famille. Vous maltraitez les femmes de chambre qui vous ont rendu milliardaires.
Alors, la mobilisation soutenue par la caisse de grève leur a permis de se rendre compte du sort qui leur était fait. C'est par l'action collective que Sylvie Kimissa, une femme de chambre, a trouvé le courage de continuer. On a vécu, on a travaillé des années dans le mensonge. Même moi qui vous parle, avant je ne savais pas aussi. Hein. C'est au fur et à mesure, quand je rentre dans les combats, dans les luttes, et j'assiste les autres, c'est là où je découvre que vraiment on a de valeur. Donc on a de valeur, donc c'est quelque chose qu'on doit se lever pour se battre, quoi. Si moi-même je ne me bats pas pour moi, je ne sais pas qui peut le faire à ma place. Voilà, les soutiens viennent après. Mais c'est moi-même qui dois me lever pour dire que non, je suis fatiguée, j'en ai marre, je me bats, aidez-moi à me battre. Alors leur mot d'ordre, la fin des abus en tout genre, du harcèlement au travail, harcèlement qui est parfois sexuel. En mars 2017, une de leurs collègues a été agressée sexuellement par l'ancien directeur de l'hôtel. L'homme a été mis en examen. Quelques jours plus tard, on les a donc retrouvés devant le siège du groupe Accor dans l'ouest parisien, sous la surveillance des agents de sécurité aux aguets et accompagnés des représentants de leur syndicat. Le travail de la femme de chambre doit être visible. On doit nous respecter. On doit arrêter les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels dans les hôtels. Nous, les femmes de chambre, nous ne sommes pas des déchets du groupe Accor. Nous ne sommes pas des déchets du groupe Accor. Nous disons non. Donc, ce que nous demandons au directeur, simplement, c'est nos droits. Alors Rachel Keke, que nous venons d'entendre, est une des figures du mouvement. On l'a retrouvée dans son petit appartement dans la banlieue parisienne. Elle raconte la solidarité qui s'est créée au fil des mois. Je suis vraiment fière de moi, de cette lutte-là. Quand tu veux quelque chose, il faut y aller, il ne faut pas reculer. Donc, quand je suis là, j'appelle les collègues, je leur dis, on tient bon. Je leur dis, vous voyez, c'est comme le foot. Souvent, quand tu perds, qu'ils reviennent, ils vont à mi-temps, ils reviennent sur le terrain, ils se conseillent, se disent, bon, allez les gars, qu'est-ce qu'on fait? On se donne au maximum pour pouvoir prendre cette coupe-là. Donc, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, c'est vrai que c'est dur. Il ne faut pas baisser les bras parce que si on baisse les bras, déjà c'est une humiliation pour nous. On est plus que des amis. Je peux dire qu'on est devenus même des frères, comme des frères de même père, même mère, parce que quand on travaillait, quand tu arrives, bonjour, bonsoir, voilà, ça s'arrêtait là, mais la grève nous a beaucoup reliés, ça nous a familiarisés plus et ça nous a permis aussi à se connaître. Je pense que c'est quand vous vous connaissez, quand vous vous familiarisez dans une lutte, ça dure longtemps. Parce que si vous n'êtes pas complice entre vous, mais une lutte ne peut pas durer. Il faut être complice. Il faut avoir la force. Il faut avoir, surtout ne pas avoir peur. Et Rachel le promet, ça fait 14 mois et pas question de céder. Ce que nous demandons, c'est rien du tout devant le groupe Accor. Mais je ne sais pas pourquoi ils mettent du temps, pourquoi ils profitent du système de Covid pour arrêter les négociations. Ils attendent, ils se disent qu'on verra. Où est-ce qu'elles vont arriver? Est-ce qu'elles pourront tenir? Est-ce qu'elles pourront aller jusqu'au bout? Mais nous disons au groupe Accor, mais on pourra tenir. Voilà. On pourra leur tenir tête jusqu'au bout, même si c'est 2 ans. Un reportage de Mathieu Magnodex et Youmni Kezouf. Nous avons contacté le groupe Accor qui a confirmé qu'aucune négociation n'était prévue et qui se retranche derrière le sous-traitant STN qui emploie ces femmes de ménage. Précisons aussi que le Conseil de prud'homme de Paris en juillet a débouté ces femmes de chambre de certaines de leurs demandes. Elles ont d'ores et déjà prévu de faire appel. Vous avez vu ce reportage. Qu'est-ce que vous inspire cette situation ? Je trouve que la lutte qui a été engagée par ces femmes-là, c'est une lutte qui est absolument admirable. Il faut bien avoir conscience de la position dans laquelle se trouvent ces femmes. Comme vous le dites bien dans le reportage, elles sont à la fois exploitées économiquement, elles sont à la fois potentiellement agressées par les hommes qui sont autour d'elles et qui sont dans des positions de force, et elles sont infériorisées en tant que personnes noires. Face à toute cette violence et face à cette multiplication incroyable des inégalités et des discriminations, il faut avoir un courage incroyable. Je crois qu'il y a là quelque chose évidemment de très important, mais il faut aussi être en capacité de s'organiser. Elle a parlé de solidarité, elle a parlé des liens sociaux qui se créent entre les grévistes. Je crois que ce sont des choses effectivement qui doivent être encouragées. Je crois qu'il y a une sorte de cagnotte qui permet de les soutenir. C'est très important. Ouais. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de tenir et de maintenir un rapport de force pas du tout évident à installer.
Véronique Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Secours catholique Caritas. Alors le Secours catholique, bien sûr, c'est très connu, c'est 68 000 bénévoles sur tout le territoire qui aident près d'1,5 million de personnes chaque année. Lieu de solidarité, mais aussi baromètre de l'extension du domaine de la pauvreté avec cette pandémie. Vous venez de publier un état de la pauvreté en France en 2020, disponible sur votre site internet et il est peu réjouissant. On va y revenir. Avec vous aussi, Dan Israël, bonjour. Bonjour. Journaliste à Mediapart, tu suis pour nous évidemment les questions sociales. Nos lecteurs te connaissent bien. Véronique Fayet, il y a beaucoup de sujets d'actualité en ce moment. On a beaucoup parlé ici dans cette émission et sur Mediapart du climat politique, des violences policières. Mais pendant qu'on aborde ces sujets importants pour notre démocratie, il y a aussi beaucoup de gens qui, très concrètement dans leur vie, étaient déjà sur la ligne de crête avant cette pandémie et qui, ces derniers mois, ont basculé dans la pauvreté et ne s'en sortent plus forcément, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Pour nous donner une idée, combien sont-ils et qui sont-ils? Alors on ne sait pas très bien combien ils sont. Ce qui est sûr, comme vous dites, c'est que c'est un drame silencieux. On ne les entend pas. On a quelques petits chiffres, bien les chiffres du chômage, malheureusement, qui explosent. On a le nombre de bénéficiaires du RSA nouveaux qui s'inscrivent et qui demandent le RSA dans les départements. Donc en moyenne, c'est plus 10%. Ça veut dire que dans certains départements, c'est 6-7% et dans d'autres, c'est plus 15 à 20%. Donc ça, ce sont des chiffres. Sinon, on sait qu'en France, les chiffres de la pauvreté, on les a qu'à l'année N+2. Donc on les aura en 2022. Par contre, ce qu'on sait, puisqu'on les voit, nous, au Secours catholique, c'est que ce sont des populations très variées. Ça peut être des gens qui travaillaient, qui s'en sortaient dignement, qui ne demandaient rien à personne. Et puis, alors, ils perdent leur travail, mais ils perdent surtout les heures supplémentaires, les primes, chômage partiel. Donc, j'ai en mémoire l'exemple d'une jeune femme qui vit avec son fils, qui s'en sortait très bien avec 1600, ou plus bon an, mal an, et qui, là, sans prime, sans heures supplémentaires, chômage partiel, tombe à 800-900. Donc là, ça ne passe plus, évidemment. Elle ne peut plus payer ses factures, son loyer. Donc elle vient au Secours catholique pour demander de l'aide. Et elle se demande ce qui lui arrive. Elle se demande comment elle va faire. Voilà, beaucoup d'auto-entrepreneurs, des intermittents du spectacle. D'ailleurs, il y a eu des mesures qui ont été prises récemment par Madame Borne qui vont peut-être un peu sauver cette population-là. Mais il y a beaucoup de drames silencieux, de gens qui étaient en précarité, bien sûr. Ce n'étaient pas des gens riches, des gens qui étaient sur le fil du rasoir. Mais qui s'en sortaient, qui arrivaient à joindre les deux bouts plus ou moins. Voilà, et qui s'en sortaient, qui travaillaient. Des CDD, des intérims, du déclaré ou pas déclaré. Enfin voilà, mais ils s'en sortaient. De même, n'oublions pas ceux qui étaient pauvres depuis toujours, qui avaient le RSA. Donc il y avait déjà comme 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France en 2019. Donc c'est pas nouveau, on ne découvre pas un problème entièrement nouveau. Mais tous ces gens qui vivent par exemple avec le RSA, comme le RSA ne permet pas de vivre, justement, il permet juste de survivre, et bien tout le monde autour a un peu une économie de la débrouille. Donc un peu de distribution alimentaire dans les associations, un petit coup de pouce de temps en temps d'une assistante sociale, et puis aussi des petites heures de travail, déclarées, pas déclarées. Donc quand tout s'écroule, on bascule vraiment dans la grande pauvreté. Est-ce que vous aviez, au Secours catholique, déjà vu ça dans les dernières années, dans les dernières décennies, ou est-ce qu'on est là face à quelque chose de totalement nouveau ? Alors on a vu quelque chose qui ressemblait un petit peu en 2008 avec la crise financière. Et donc en 2010, donc à l'année N+2, effectivement, le nombre de personnes en situation de pauvreté en France avait augmenté de 1 million à cause de la crise financière. Mais j'ai pas le sentiment que c'était dans ces proportions-là. Là, on sait pas en plus encore ce qu'on va découvrir, j'allais dire, petit à petit, des gens qui vont s'endetter. On sait déjà, il y a eu des études économiques qui disent que les 20% les plus riches ont épargné. Par contre, les 20% les plus pauvres se sont endettés. Dettes de loyer, des impayés, etc. Donc on va petit à petit, effectivement, découvrir l'ampleur de la crise. Dan Israël, à nouveau, on reparle de ce chiffre d'1 million de pauvres supplémentaires à venir avec cette pandémie. Oui, moi, ce que je pense qu'il faut souligner, c'est que quand il y a ces nouveaux pauvres qui arrivent, je mets beaucoup de guillemets parce que l'expression est un peu galvaudée, ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il y a des gens qui basculent dans la précarité, il y a tous ceux qui étaient déjà dans la précarité qui subissent eux aussi le choc. C'est-à-dire que plus il y a de monde pour demander de l'aide ou qui a besoin d'aide, plus les gens qui sont les plus précaires et les plus bas ont du mal à s'en sortir. Donc je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas des gens qui s'additionnent comme ça, c'est chaque fois une aggravation d'une dynamique, et ça peut vraiment être catastrophique. Et n'oublions pas aussi les jeunes
jeunes qui sont extrêmement touchés. Voilà, parce que les jeunes, par définition, ils n'ont pas d'emploi stable, ils ont des CDD, des intérims, des petites missions comme ça. Mais pareil, ils se débrouillaient, des solidarités familiales, la solidarité entre les copains. Bon, sans travail, c'est vraiment dramatique. Hein. J'ai eu le témoignage il n'y a pas longtemps d'une jeune fille là, qui habite en Lorraine, qui a un CAP vente. Donc, alors, elle a beaucoup travaillé visiblement en 2019, parce qu'elle a eu le droit au chômage. Ça s'est arrêté au mois d'octobre. Elle n'a pas 25 ans. Donc elle n'a pas le droit au RSA. Et donc elle retourne chez son père pour être logée, sinon elle serait à la rue. Et elle cherche désespérément un emploi dans la vente. Elle a essayé de rentrer dans le dispositif du gouvernement Un jeune, une solution. Donc elle a vu beaucoup d'entreprises, aucune ne l'a jamais rappelée. Voilà, donc elle attend de trouver un travail, elle se bat comme une folle. Sinon, le RSA au mois de mars, quand elle aura 25 ans. Donc il faut vraiment aussi qu'on trouve une solution pour les jeunes. Là, vraiment, il y a une urgence. Le gouvernement, vous et d'autres, avez insisté pour qu'on trouve une solution pour étendre le RSA aux jeunes avant 25 ans. Aujourd'hui, quelle est la situation? Pourquoi le gouvernement a refusé et qu'est-ce que vous lui dites? Alors, il y a toujours cette idée pour l'ensemble du gouvernement qu'il faut mettre les jeunes au travail. Donc, évidemment, on est d'accord. Évidemment, les jeunes, ils veulent un travail. Mais quand il n'y a pas de travail, il faut peut-être faire un tout petit pas de côté. Et donc, les mesures qui sont proposées sont des mesures conjoncturelles. Les dernières mesures de la ministre, Madame Borne, vont concerner 70 000 jeunes qui ont suffisamment travaillé pour avoir un complément. Très bien. Mais les autres? Mais il y a 900 000 jeunes qu'on appelle des NEET, là, cette expression anglo-saxonne, 900 000 jeunes en France qui sont ni à l'école, qui sont sortis du lycée, ni en formation, ni au travail. Donc, ils n'ont rien. Donc, on voit bien que ce n'est pas à la hauteur. Donc, nous, on dit maintenant, il est temps d'avoir une mesure vraiment structurelle, c'est-à-dire un accompagnement renforcé, il faut commencer par ça, un accompagnement renforcé de proximité pour les jeunes, que les jeunes sentent qu'il y a quelqu'un qui leur fait confiance, qui va les soutenir, et une allocation qui permet de manger et de se loger. Dan, sur ce refus du gouvernement d'étendre le RSA jeune, et plus largement sur les réponses qui sont données par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Véronique Fayet le dit, il y a des mesures de temps en temps sur certains publics, et on a l'impression qu'il n'y a pas de mesures pouvant vraiment réguler cette extension de la pauvreté. Non, mais Véronique Fayet le dit bien. En fait, on reste du côté du gouvernement sur l'analyse ou sur je sais pas comment dire, l'opinion du président Emmanuel Macron sur le pognon de dingue qui est mis pour aider les pauvres. Il y a ce sentiment général, enfin les pauvres, les gens qui ne peuvent pas s'en sortir vu les conditions actuelles ou les conditions économiques. Il y a ce sentiment général qu'effectivement, il faut que le gouvernement aide ceux qui travaillent. Très bien, en effet. Et ça, effectivement, le gouvernement aide ceux qui travaillent. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, par exemple, sur le chômage partiel, donc des gens qui sont, enfin l'activité partielle, comme on dit officiellement, des gens qui sont en emploi, mais dont l'employeur ne peut pas ouvrir. Donc là, l'argent, l'État dépense beaucoup d'argent. Les derniers chiffres qu'on a à fin novembre, c'est 23 milliards d'euros depuis mars. Donc il y a un énorme effort qui est fait pour les gens qui sont des salariés. Mais on en discutera après avec des précaires de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel. Pas du tout pour les autres. Et alors, pour les gens qui ont des emplois précaires, des emplois courts, des emplois répétitifs, et encore moins pour ceux qui n'ont pas de travail. Et là, il y a vraiment c'est une vision politique. L'idée, avant tout, est de mettre les gens au travail. Voilà. Or, même quand en ce moment, le travail, il n'y en a pas assez pour tout le monde, il n'y a pas de doute. Véronique Fayet, une petite réaction là-dessus? Oui, je crois qu'on n'arrive pas à se comprendre en fait avec le gouvernement actuellement. Par exemple, dès le début de la crise, moi, le premier jour du confinement, j'avais écrit au Premier ministre pour dire que ça va être terrible pour les gens. Donc il faut leur donner une allocation supplémentaire. Mais une allocation durable, au moins toute la période du confinement. Et la réponse qu'on a eue, c'est bon, ok, il a fallu même se battre, et c'est une allocation ponctuelle, donc une qui est arrivée au mois de mai dans les familles. Bon, c'était déjà bienvenu, mais c'était pas suffisant. On a encore beaucoup de temps pété, donc il y en aura une deuxième qui vient d'être versée là au mois de novembre, voilà. Et donc, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les minima sociaux sont insuffisants, que les gens qui ont les minima sociaux, que ce soit l'allocation spécifique de solidarité ou le RSA, c'est 500 € pour une personne seule. Mais il y a aussi des petites retraites, des petites pensions de 600, 700 €. Donc les minima sociaux ne suffisent pas à vivre. Donc il faut réfléchir à une augmentation durable de ces minima sociaux pour que les gens soient protégés, qu'ils se sentent protégés en cas d'accident individuel, de perte d'emploi ou de problèmes de santé,
ou d'accidents collectifs, ce qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie. Et donc là, on a un peu un dialogue de sourds, où on demande des mesures structurelles d'augmentation durable du RSA, parce qu'il y a une grosse revalorisation à faire, et on nous répond mesures conjoncturelles, aides ponctuelles. On va parler de la situation de la santé mentale des étudiants. Effectivement, quand Emmanuel Macron a dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 », il ne croyait pas si bien dire « des étudiants vont mal, ils n'en peuvent plus ». Un exemple, selon une enquête menée par Santé publique France depuis le 23 mars pour étudier la santé mentale de la population, eh bien, parmi les populations dont la santé mentale se dégrade, celle notamment des étudiants qui sont traités pour des états anxieux et dépressifs qui ont fortement augmenté. Franck Enjolras, vous rencontrez des patients. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, qu'ils allaient moins bien depuis grosso modo 1 an ? Alors, de ma position, évidemment que c'est toujours difficile de parler de la place d'un cabinet, enfin, ou d'une place d'un psychiatre qui travaillerait dans un établissement. On n'a pas une vision suffisamment globale et je ne me cacherai pas derrière des chiffres, comme aujourd'hui la tendance est d'utiliser des chiffres afin de justifier un certain nombre de décisions politiques et sanitaires. Et je pense que pour la santé mentale, toute la complexité, c'est qu'on ne peut pas forcément passer que par les chiffres. Et donc, à travers les discours, à travers les expériences qui me sont rapportées à la fois par les étudiants eux-mêmes, par les adolescents ou par leurs parents, voire par leurs proches ou leurs professeurs, on se rend compte qu'il y a des conditions aujourd'hui de scolarité et de vie à l'université ou dans les grandes écoles qui ont une incidence, pour plusieurs raisons, sur la santé mentale des étudiants et des jeunes gens, et ça, je pourrais apporter quelques précisions. Alors justement, regardons notre reportage avec Célia Mebroukine. On a voulu rencontrer donc des étudiants et leur donner la parole, car tous ceux à qui on a parlé nous l'ont dit, ils ne se sentent pas écoutés. Alors d'abord, direction Nanterre Université. On avait rendez-vous avec Manel dans sa chambre de Cité U. Bonjour, merci de nous accueillir. 9 mètres carrés qui sont à la fois sa chambre, son bureau, sa cuisine, sa salle de bain, coincés entre ces 4 murs, difficile parfois de donner du sens à ses études. Comment vous vivez cette période particulière de Covid et de confinement à répétition ? C'est une période qui est assez compliquée pour les étudiants parce que tout simplement on perd tous nos repères, on perd le contact avec nos professeurs, on perd le contact avec nos camarades de promo et on ne sait plus exactement quel est le sens de notre travail, quel est le sens de nos études, et ça nous questionne fortement sur qu'est-ce que c'est que les études de façon générale. Et face à cette situation, Manel ne comprend pas pourquoi les facs ne rouvrent pas. Quand on voit que les lycées sont ouverts, les collèges sont ouverts, les centres commerciaux sont ouverts, comment ça se fait que les facs, les universités, elles, ne le soient pas, alors que on pourrait mettre en place des dispositifs qui permettent de remonter les chaînes de transmission, qui permettraient en réalité d'accueillir les étudiants. Et la question qui se pose, c'est si on s'en fout de l'avenir des étudiants, en réalité on s'en fout de l'avenir de notre pays. Entre les facs fermées et les 2 confinements, forcément, son moral en a pris un coup. Comment vous vous sentez ? Alors moi, ça dépend les périodes. C'est un épuisement physique et mental qui est assez conséquent, et encore plus quand on habite dans un 9 mètres carrés, quand on est dans une cité universitaire, quand l'espace de travail, l'espace où on mange, l'espace où on dort, il n'est pas séparé. Alors l'épuisement, nous dit Manel, et pour d'autres c'est encore plus difficile à vivre. On avait ensuite rendez-vous avec Simon qui a préféré rester anonyme. Simon prépare le CAPES d'histoire. Il vit dans 30 mètres carrés avec sa copine à Paris. Il ne s'estime pas mal loti, mais il ne va pas bien. Comment vous vivez cette période ? Avec beaucoup de colère, un gros ressentiment, une dépression forte et l'impression de ne pas être écouté. Déjà en dépression avant la pandémie, le confinement l'a aggravé. Le confinement de 2020 a été catastrophique. Le manque d'informations, la peur, l'impression que de toute façon notre santé passera toujours après la valeur du concours. Et j'ai été diagnostiqué avec une très grande dépression en septembre. Donc là, je suis traité pour la dépression et pour des pensées suicidaires. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été accompagné dans tout ça ? Alors, par ma psychiatre, oui. Par ma famille, oui. Par ma compagne, oui. Par la fac, non. Pas du tout. Pas d'accompagnement de la part de la fac, c'est bien ça qui le met en colère. Les charges de travail sont énormes, l'administration nous ignore, nous envoie des mails
clairement méprisant. Puis le gouvernement, voilà, c'est pas avec Frédérique Vidal qu'on va se sentir soutenu. Un message pour votre ministre, Frédérique Vidal? Il faut absolument qu'elle prenne conscience de nos conditions. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir menti en septembre sur les conditions de rentrée. C'est pas possible de maintenir les conditions actuelles. C'est pas possible d'avoir un tel silence sur les suicides, sur les tentatives de suicide, même sur les gens qui ne se suicident pas mais qui sont en dépression. Donc peut-être se réveiller, voire démissionner, parce que de toute façon, elle est responsable de ce qui se passe actuellement. Carrément démissionner. Carrément démissionner. Elle est responsable. Quand on tient un ministère et que les gens qu'on a sous sa tutelle se suicident, il y a un problème. Vendredi, les syndicats étudiants et les présidents d'université ont été reçus par le Premier ministre, Jean Castex. Parmi eux, il y avait Mélanie Luce, présidente de l'UNEF. Ils ont bien obtenu une avancée sur la santé mentale, mais pour elle, ce n'est pas suffisant. On a obtenu là un chèque santé mentale, donc qui permettra de voir des psys gratuitement. Le problème, c'est que tout seul, ça suffit pas. C'est-à-dire que juste dire à un étudiant, je te donne de l'argent, tu vas voir un psy, sans ouvrir les universités, répondre à la précarité, ça fonctionne pas. Son syndicat demande un plan d'1,5 milliard d'euros pour l'université. Et aujourd'hui, pour elle, on en est bien loin. Exemple. On a une réponse qui est totalement à côté de la plaque. Concrètement, simplement, faisons un calcul. Les étudiants, depuis le début de l'année scolaire, n'ont simplement reçu une aide de 150 €, et encore, c'est uniquement quand on est boursier. Si vous calculez tous les mois combien ça fait, 12,50 €. Comment on peut penser que 12,50 € par mois, ça permet aux étudiants de vivre? C'est impossible. Et demain, l'UNEF et d'autres organisations étudiantes donnent rendez-vous à 14 h à Port-Royal pour marcher jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur. Franck Enjolras, ces témoignages, notamment celui de Simon, qui, on le sent, est sur un fil, c'est dur à entendre. Est-ce que ça vous étonne et comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de situation où on a l'impression qu'il se sent un peu pris en tenaille et surtout ce sentiment de ne pas être écouté? Alors, je serais en peine de réagir sur une situation particulière. Je dirais surtout que j'ai entendu des demandes en direction des pouvoirs publics pour qu'il y ait plus de moyens pour accompagner les étudiants par rapport à leurs problèmes de santé mentale. Je me demande si ce n'est pas se tromper de direction. Je crois qu'il y a des conditions d'études à améliorer. Et non seulement pour ceux qui se retrouvent dans leurs 10 mètres carrés avec des interdictions de circuler comme ça a pu être le cas dans certaines universités, mais c'est aussi pour les étudiants qui sont revenus chez leurs parents, parce qu'on pourrait penser que le retour chez les parents est comme un bienfait ou un privilège pour certains étudiants. Et en fait, on se rend compte que ce retour à domicile est d'une part une sorte de régression. Pour des étudiants qui aspiraient à l'indépendance, ils se retrouvent quasiment comme dans un statut d'adolescent, dans une chambre qui leur avait été octroyée pendant cette adolescence. Donc il faut se réhabituer à des conditions de vie pas forcément toujours évidentes quand on aspire à plus de liberté. Et puis surtout, en permanence, je crois qu'il y a eu des disqualifications à la fois des discours des étudiants et des jeunes par rapport à ce qu'ils vivaient. Je vous donne un exemple tout récent. Une étudiante m'expliquait que ses parents n'arrêtaient pas de lui dire « ce n'est pas la guerre ». Mais évidemment, ce n'est pas la guerre, la situation qu'on vit, mais il y a quand même une sorte de violence extrêmement forte liée aux conditions que tout le monde vit, et plus particulièrement les étudiants, parce que vous avez une frontière qui a complètement explosé, et ça, je crois que tous ceux qui travaillent en télétravail ont pu le vivre. Cette frontière entre vie privée et vie publique a complètement disparu. Vous êtes en permanence soumis à une vie extérieure chez vous. Et en ce qui concerne les étudiants, en plus de cela, on les a rendus responsables pendant un temps de la propagation du virus, donc avec le sentiment qu'ils ne pouvaient pas se plaindre et qu'en plus ils étaient responsables. Ça, je pense que c'est un peu hypocrite de la part des discours publics qui ont pu être tenus, parce que globalement, on s'est rendu compte que la diffusion du virus était propre à toutes les catégories, et qu'à ce titre, les étudiants étaient les plus ciblés, les plus désignés, et en plus dans des conditions les plus précaires qu'ils soient, en situation, enfin, dans une cité universitaire ou qu'ils vivent chez leurs parents. Je crois que dans les deux cas de figure, il y a vraiment une sorte de défraction qu'ils vivent intensément, comme on la vit tous plus ou moins, mais eux avec beaucoup moins de moyens de réagir, et notamment parce que ce sont des sujets dépendants. Et je crois qu'on peut faire un parallèle avec les sujets âgés, à ce titre.
Oui, alors on a reçu pas mal de messages de profs à l'université à travers la messagerie de Mediapart qui nous parlent donc de la détresse de leurs étudiants, notamment une prof d'université de Lorraine qui a fini par faire un appel à témoignage après avoir reçu des emails de ses étudiants. Elle en a reçu des dizaines, elle me les a transmis. Je vous lis simplement quelques témoignages pour que vous vous rendiez compte de la situation dans laquelle ils se trouvent. Premier témoignage: je ne sais pas si c'est la seule raison, mais je suis beaucoup plus triste qu'avant. Rien qu'écrire ce message, je suis gênée de l'admettre, m'a fait pleurer car je me dis que ce n'est pas terminé et que ça risque encore de durer longtemps. Autre message: j'aimerais avoir la chance de retourner en cours en présentiel. Les cours à distance sont vraiment déshumanisants. Depuis que nous avons ces cours à distance, je me sens beaucoup plus stressée. Enfin, dernier message: j'ai peur de m'endormir le soir, je me réveille la nuit à l'idée de repasser une journée devant mon ordi à travailler en ayant l'impression de ne rien comprendre. Je travaille des fois jusqu'à 2h du matin car je m'obstine à vouloir comprendre et réussir. Mais face à cette méthode d'enseignement, on est seul pour apprendre ce qui fera partie de notre métier plus tard. Des fois, je craque et je pleure devant mon ordi car cette situation me consume. Elle m'enlève la joie de vivre. Sans oublier la situation d'étudiants étrangers, par exemple, qui n'ont parfois pas vu leur famille depuis 1 an, 2 ans. Si des étudiants nous regardent, que leur dire pour qu'ils gardent espoir? Je sais que c'est pas, vous n'êtes pas coach de vie, vous êtes psychiatre. Mais comment est-ce qu'on tient? Parce que vous dites l'argent n'est pas tout, et vous avez raison, et je crois que la représentante de l'UNEF pointait plus généralement le manque d'argent à l'université qui empêchait les cours en demi-groupe et du coup en présentiel, qui solutionnerait une partie du problème puisque ça romprait l'isolement. Mais par exemple, l'échec santé du gouvernement pour aller voir un psy, parce qu'on se dit un psy c'est super cher, je vais pas y aller, moi si je suis étudiant j'ai pas de thunes. Est-ce que ça c'est une bonne chose par exemple? Alors, évidemment que si on ne se sent pas bien du tout, il faut impérativement consulter. Je crois qu'il y a des services dédiés à cela sur le territoire. Notamment dans les universités, il y a les BAPU. Après, bon, pour certaines écoles, ils ont accès à des services de santé mentale plus spécifiques. Mais je crois que ce qui me semble important de transmettre comme message aujourd'hui, c'est que pour rompre l'isolement, il y a peut-être une sorte de mouvement collectif à animer. Et on a régulièrement vu dans notre histoire des étudiants se mobiliser à la fois pour lutter contre un système oppressif ou alors pour des conditions de vie extrêmement pénibles. Bon, je pense qu'il faut inviter nos jeunes gens à réagir. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais inventer des choses pour essayer de réagir à cette situation de manière collective et de ne pas rester seul, parce que c'est là la plus grande des difficultés. Et il y a peut-être une réaction à avoir de ce niveau-là. Merci Franck Enjolras d'avoir participé à À l'air libre. Alors Célia, 440 décès par jour du Covid, 3000 personnes en réanimation, les commerces fermés, l'économie en berne, l'épée de Damoclès sur nos têtes d'un 3e confinement. La France est encore plus que jamais en régime Covid. Célia, les soignants sont épuisés et ils aimeraient bien que le gouvernement tienne ses promesses. En effet, Mathieu, et une des promesses d'Olivier Véran pendant cette pandémie, c'était de ne plus fermer de lits d'hôpitaux. Il déclarait mi-novembre qu'il fallait, je cite, sortir du dogme de la réduction des lits. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il se passe sur le terrain. De nombreux projets de réorganisation des hôpitaux sont en cours et les suppressions de lits sont toujours au programme. Sur cette carte créée à partir des données du site Bastamag, on voit que plus d'une vingtaine d'hôpitaux de métropole sont concernés par ces suppressions. Quelques exemples: à Nantes, une centaine de lits devraient être supprimés, à Nancy 174, à Caen 200, à Marseille 230, à Tours 350 et ça va jusqu'à 600 lits en moins dans le département de l'Essonne, dans les villes de Longjumeau, Juvisy et Orsay. Autre exemple sur lequel on s'est penché dans le nord de Paris, c'est un projet de nouvel hôpital qui inquiète. En 2028, l'hôpital Grand Paris Nord naîtra de la fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon dans le nord de Paris. Mais dans une tribune publiée dans Le Monde fin décembre 2020, des membres du personnel soignant et des représentants d'usagers demandent à ce que le projet soit à la mesure des besoins de la population. Ils dénoncent un projet qui prévoit de passer de 1049 lits d'hospitalisation complète à 744 lits seulement, soit 300 lits en moins. Avec Yumni Kezouf, on a rencontré Olivier Miron. Il est cardiologue à l'hôpital Bichat et signataire de cette tribune. 300 lits en moins au quotidien, ça veut dire quoi pour vous, médecins? Ça veut dire quoi pour le personnel soignant? Ça veut dire pour nous qu'en permanence, on est obligé d'hiérarchiser. Quand on
on vient aux urgences de Beaujon et qu'on doit être hospitalisé, on a une chance sur 2 d'être transféré dans un autre hôpital par manque de place. À Bichat, c'est une chance sur 3. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on est dans une situation où on manque de lits dans l'hôpital. On ne ferme pas des lits parce qu'on a vu qu'il y avait trop de lits. On ferme des lits pour des raisons idéologiques en disant que avoir des lits, c'est du personnel, donc ça coûte cher. Et c'est uniquement pour ça qu'on veut fermer des lits. Le Covid a juste mis en exergue une situation chronique très difficile pour les hôpitaux. Les hôpitaux publics se battent depuis de nombreuses années parce qu'on leur baisse leurs moyens et qu'on ferme des lits. Et là, on est sur un sujet très symbolique et pour lequel on attend du ministre et du président de la République qui tiennent leurs promesses prises au moment du Covid. Est-ce que c'était une promesse en l'air alors ? Pour nous, il n'est pas possible aujourd'hui de repartir dans la pensée d'avant, l'ancien monde, dont on a tant parlé au moment de la crise du Covid. Ça, c'est des projets qui partent de l'ancien monde en disant que si on veut faire moderne, il faut supprimer des lits. On a vu qu'on ne pouvait pas faire ça, que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et donc pour l'instant, oui, c'est des paroles en l'air. Bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Vous êtes la directrice générale d'Oxfam France et vous êtes ici pour parler de pauvreté, de climat et du lien entre les deux. La semaine dernière, Oxfam a publié son rapport annuel sur la pauvreté. On va s'attarder sur la partie française intitulée « Le virus des inégalités ». Et dès la page 1, le ton est donné avec ce graphique qu'on reproduit. Les très riches se sont enrichis. Si on considère qu'en février 2020, ils avaient 100% de leur richesse, on voit que ça a baissé en mars, au moment du pic de l'épidémie, de la première vague, pour assez vite amorcer une reprise et dépasser leurs 100% de richesse initiaux. Les milliardaires français sont plus riches qu'avant la crise. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible parce qu'il y a eu la politique que le ministre de l'économie a appelée le « quoi qu'il en coûte », mais que ce « quoi qu'il en coûte », il ne s'est pas appliqué de la même manière à tout le monde. Ça a été le cas notamment au niveau européen aussi, avec une politique de rachat d'actifs massif qui a fait que les cours de bourse se sont maintenus. Parce qu'une partie de la richesse de ces milliardaires, c'est la détention des actions de leur patrimoine financier ou professionnel. Et donc ça a été le premier point, mais parallèlement, alors il y a eu des choses positives, notamment le chômage partiel, mais pour toute une catégorie de la population, la crise a été extrêmement violente. Pas seulement la crise sanitaire, mais la crise économique, elle l'est aujourd'hui. On le voit avec les étudiants, tout le monde en parle, mais tous ceux qui n'avaient pas un contrat de travail en bonne et due forme, tous ceux qui travaillent dans le monde du spectacle, beaucoup de catégories de population sont pris vraiment une crise très violente dont on n'a pas encore vu tous les effets. Donc c'est un choix politique, c'est pas un hasard, c'est une réalité de choix. Et ce qui nous pose problème, c'est que ça se met sur un terrain où les inégalités étaient déjà fortes en France, avaient été renforcées par les choix fiscaux du gouvernement, et que donc on a accru encore pendant cette période de crise les inégalités. On va parler de la pauvreté et des oubliés du plan de relance, mais sur les richesses, il y a un homme qui a vu sa fortune doubler en France, un homme d'affaires français, entre mars et décembre, c'est Bernard Arnault, le patron de la multinationale LVMH. Là aussi, je veux dire, entre mars et décembre, ça a carrément doublé. C'est quand même... Enfin, hallucinant, c'est peut-être un terme un peu familier, on avait sorti ce chiffre dans un précédent rapport qui pourrait essayer de se donner un ordre d'idée, parce que quand on est à ce nombre de milliards de dollars, en fait, on se rend plus compte finalement. Mais la fortune de Bernard Arnault avant, c'était l'équivalent à peu près, pour avoir un ordre d'idée, si vous aviez économisé 10 000 € par mois, l'équivalent de 10 000 € par mois, depuis la prise de la Bastille, vous seriez aujourd'hui à la tête de 1% de la fortune de Bernard Arnault. Donc elle est considérable, cette fortune. Elle est considérable et elle ne ruisselle pas. Donc on entend toujours, oui, mais les entreprises de Bernard Arnault, le groupe LVMH, embauchent tant de personnes. Mais à l'échelle de l'accroissement de sa fortune, on a une espèce de concentration entre les mains de quelques-uns, entre les mains de ces quelques milliardaires français. Donc ce qui se passe au niveau mondial se passe aussi dans notre pays. Donc, on se dit qu'on a un système normalement plus redistributif, donc il l'est encore, mais il a été fortement amputé ces dernières années, notamment par des décisions de politique fiscale, la suppression de l'ISF, la flat tax, qui ont favorisé l'accroissement des plus riches. C'est ça, c'est que la flat tax et la suppression de l'ISF sont deux mesures fiscales pour vous qui ont clairement contribué. Alors c'est pas pour nous, hein. L'INSEE l'a montré, il y a davantage de pauvres en France et les inégalités se sont accrues. Mais là aussi, vous savez, Oxfam avait publié un rapport en septembre 2017, je crois, qui s'appelait « Les pauvres en paient l'impôt cassé vers un quinquennat des inégalités », en disant si les choix fiscaux qui sont dans la loi de finances sont mis en œuvre,
ce qu'on va voir arriver, c'est davantage d'inégalités. Il se passe ce qui était prévu, parce que c'est ce qu'il faut dire, ni la pauvreté, ni les inégalités ne sont une fatalité. C'est le résultat de choix ou de non-choix politiques. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Ce quinquennat, il est plus inégalitaire que le précédent? Oui, il l'est, dans un contexte international qui, là aussi, augmente les inégalités. Mais la France ne fait pas exception. Il y a aujourd'hui, sur les 20 dernières années, les habitants de 7 pays sur 10 qui ont vu les inégalités s'accroître dans leur pays. Donc on voit qu'en même temps que la crise climatique avance, cette crise sociale et presque cette crise de société qu'est l'aggravation des inégalités avance aussi. On est donc dans un système qui ne sait pas se réguler, qui détruit à la fois son environnement et qui détruit aussi son pacte social. Parce que des pays où les inégalités s'accroissent, c'est des pays avec de grandes tensions sociales et avec des indicateurs qui sont violents. Aux États-Unis, depuis 3 ans, l'espérance de vie diminue. C'est-à-dire que c'est un indicateur puissant. L'espérance de vie, elle a un trend d'allongement depuis des dizaines d'années. Aux États-Unis, ça diminue pour 2 raisons. Une épidémie d'overdose d'opiacés et de suicide, qui sont 2 maladies, on va dire, de la désespérance sociale. Donc en face de cette richesse qui augmente, la pauvreté, elle aussi, elle augmente. Je voudrais vous montrer des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On connaissait les distributions alimentaires des Restos du Cœur. On avait plus rarement vu les distributions alimentaires spécialement destinées aux étudiants. Et on avait donc encore plus rarement vu des files aussi longues, des files sur plusieurs dizaines de mètres. Et on s'en rend compte sous tous les angles. Ça, c'était hier soir à Paris, devant une fac. Plus de 500 colis ont été distribués, une aide alimentaire indispensable pour les étudiants présents ce soir-là. Pour être honnête, moi, chaque mois, je suis à moins 400 € avec le loyer à Paris, donc c'est vrai que c'est important, oui. Des colis avec de la nourriture donc, mais aussi des produits de première nécessité qui peuvent coûter cher comme des masques et des protections périodiques pour les jeunes femmes. Et au-delà du panier de courses, cette distribution apporte un peu de chaleur humaine. Il y a de la bonne humeur, ça fait du bien de voir des gens qui aident et qui sont contents d'aider. Il y a de la musique, il y a des magazines, voilà, ça permet aussi de sortir, de voir du monde, de voir qu'il y a toujours de la solidarité. C'est l'association Linky qui organise ces distributions de plus en plus importantes, comme l'explique son président Julien Mémon. Il y a une crise économique sans précédent et parce que tout le monde est touché par cette crise et les jeunes peut-être encore plus que d'autres et en tout cas les étudiants, ils sont toute la journée devant leur ordinateur et ils n'ont pas ni le temps de sortir pour aller faire des courses ni les moyens puisqu'ils ont pour l'essentiel perdu leur petit job, enfin en tout cas ce qui tenait à quelques bouts de ficelle et qui a été ravagé par la crise qu'on traverse. Les étudiants, ils sont de plus en plus précaires avec le Covid. Il y a de plus en plus de monde qui vient ici chaque soir. Nous, on constate une évolution très forte de la fréquentation des différents lieux de distribution. Et ici, à la rentrée, on avait 200 étudiants. Ce soir, on est à plus de 450. Donc la file va très très loin. On va servir tout le monde parce que c'est hors de question de les décevoir. Mais on va avoir besoin d'aide, de nouveaux locaux, de nouveaux bras pour nous aider, de dons de nourriture, de dons financiers. On a besoin de dons alimentaires, de dons financiers. On a besoin de bénévoles, on a besoin aussi que l'information passe sur ces distributions et sur l'organisation de ces distributions. Donc ils ont besoin de tout. Qu'est-ce que ça vous inspire? Votre rapport dit que l'un des signes les plus frappants de cette crise, c'est justement l'explosion de l'aide alimentaire. Oui, on est passé d'environ 5,5 millions de personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire à 8 millions de personnes à l'automne 2020. Donc, on peut le voir aussi avec l'augmentation du recours au RSA. Enfin, quand on dit la pauvreté s'accroît, ça se mesure de façon tangible par cette situation. Et 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire sur 67 millions, sur un pays de 67 millions, un pays qui est riche, un pays qui est capable d'assurer la solidarité, c'est quand même pas acceptable. Alors, sur la question des étudiants particulièrement, ça met au jour quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants n'avaient pas d'autres moyens pour vivre, tout simplement, et se nourrir, que d'avoir des petits jobs en plus de leur activité d'étudiants. Ça pose des questions sur le suivi des études, ça pose des questions d'égalité très fortes, parce que si vous avez des parents qui sont capables de vous aider, eh ben, vous n'avez pas besoin d'avoir ces jobs dits alimentaires. Mais en période de crise où ces jobs disparaissent, notamment dans la restauration ou dans d'autres domaines, eh ben, on se retrouve dans cette situation. Mais ce qui est très intéressant sur cette question inégalitaire, c'est à quel point elle peut être pérenne. Parce que si vous naissez dans une famille pauvre, il faudra 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et sur les 43 milliardaires français, la moitié sont des héritiers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un hasard de naissance qui pèse considérablement. C'est-à-dire qu'on parle des inégalités de revenus et la France est moins loin que d'autres en matière d'inégalité de revenus. Mais en termes d'inégalité de patrimoine, on est un pays qui, depuis plusieurs années, a accentué la rente. Aujourd'hui, sur les mesures fiscales des 3 dernières années, 80%, 79% de ceux qui en ont bénéficié, ce sont les 10% les plus riches. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour
limiter l'effet de la rente et de l'héritage? Alors on fait plusieurs choses. D'abord, on a une politique de redistribution, donc de redistribution par la fiscalité, mais je pense que la question de la fiscalité de l'héritage va se poser. Quand vous avez des successions qui sont de 150, 200 millions, 300 millions ou plusieurs milliards, est-ce qu'il n'y a pas à un moment la nécessité d'une redistribution plus importante? Honnêtement, je pense que ce débat doit être ouvert. La deuxième chose, c'est que on peut aussi avoir une fiscalité exceptionnelle. L'Argentine le fait pour financer le Covid. Louis Gallois l'a proposé. Et puis donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a un filet de sécurité. Aujourd'hui, ce filet de sécurité, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a le RSA, mais les conditions d'accès au RSA sont évidemment exclusives des jeunes, par exemple. Donc vous pouvez vous retrouver dans la pauvreté de manière très violente en étant jeune. Et donc se dire, et c'est une des propositions d'Oxfam, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau de revenu parce que c'est pas digne de laisser des gens dans cette situation et qu'on a les moyens, si on choisit, de le faire. Sur les minima sociaux pour les jeunes, justement, donc vous préconisez l'accès à ce qu'on appelle le RSA jeune, c'est-à-dire dès 18 ans et non pas à partir de 25 ans, puisque de 18 à 25 ans, on n'a droit à rien quand on est jeune. Quand on a ces âges-là. Il n'y a pas que vous qui défendez ça, il y a de nombreuses associations, des personnalités, des élus. Pourtant, c'est une idée qui ne passe pas. Jean Castex l'a exclu dans une de ses dernières prises de parole. Si vous deviez convaincre le Premier ministre ou Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, de le faire, ce RSA jeune, vous diriez quoi? Je dirais, est-ce qu'ils trouvent ça normal que des étudiants mangent en allant faire les poubelles? Parce que ce que disent certains étudiants, c'est quand il n'y a pas de distribution alimentaire, et c'est le cas dans certains endroits, soit ils ne mangent pas, ils se privent, soit ils vont faire les poubelles. Est-ce qu'on accepte ça dans notre pays? En fait, qui peut accepter ça? Et surtout, on est une exception en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de ce revenu, sans parler de ce qui se passe au Danemark, mais dans l'immense majorité des pays européens, il y a un dispositif de cette nature, de filet de sécurité pour les jeunes. Pas besoin de s'empailler sur le débat. Donc ils disent, les bourses existent. Oui, mais l'immense majorité des boursiers sont boursiers à des très petits taux, avec un montant d'argent qui ne permet absolument pas de vivre dignement. Et puis je pense qu'il faut s'attaquer aussi aux dépenses contraintes, notamment les dépenses de logement. C'est le premier mot qu'a dit le jeune homme qui était interviewé dans votre sujet, en disant avec le prix du logement. Mais oui, une énorme partie de leurs ressources est absorbée par les dépenses de logement, notamment dans toutes les villes universitaires, c'est-à-dire toutes les villes où il y a des étudiants et en particulier dans les petites surfaces. En tout cas, je voudrais bien avoir quelqu'un en face de moi qui défende que c'est admissible que cette situation soit celle-là, alors même qu'on a les moyens de faire autrement. Personne, je pense, ne défend ça, ne dit c'est admissible que des étudiants... Si, j'ai entendu, ce que j'avais à 18 ans, c'est ce qu'on veut à 18 ans, c'est travailler. Exactement, mais j'allais y venir justement. Qu'est-ce que vous répondez à cette idée persistante dans l'opinion et dans la bouche de certains politiques, qui est de dire c'est de l'assistanat? En fait, ceux qui sont assistés aujourd'hui, et je le dis à dessein, j'ai des filles qui sont étudiantes, c'est ceux qui ont des parents qui ont les moyens de payer leurs études. C'est ça la réalité. C'est que Bruno Le Maire, il a fait ses études comme un assisté. Bien plus que ceux qui sont obligés de faire des petits jobs pour vivre. Et c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a ces inégalités. Pourquoi elles s'accroissent? Parce qu'il n'y a pas le système qui permet de remettre l'équité. Bien sûr que les jeunes de 18 ans, ils ont envie ou de travailler ou de faire leurs études. Mais certains, ils peuvent choisir. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire leurs études sans travailler. D'autres n'ont pas le choix. Et la question, c'est de savoir comment on redonne le choix. Et surtout, est-ce que c'est pas une question centrale pour notre avenir? Les jeunes qui sont formés aujourd'hui, c'est ceux qui vont prendre en charge la société dans les 10, 20, 30 années qui viennent. Là, on a l'impression qu'on privilégie quelques-uns, une génération presque, et une partie de cette génération au détriment de l'immense majorité de la population, et puis aussi au détriment de la cohésion de la société. Parce que je pense que quand même une grande partie... peuvent trouver qu'il n'y a pas de justice à ce que ces écarts de rémunération soient devenus si importants, ces écarts de patrimoine soient devenus si importants. Donc oui, c'est politique au sens où c'est un choix de société, mais c'est aussi presque rationnel, parce qu'il y a des épidémiologistes qui ont travaillé sur le sujet et qui ont montré que des sociétés inégalitaires étaient en moins bonne santé, globalement, que des sociétés plus égalitaires. Les plus pauvres, alors ça on peut le comprendre en se disant ils ont moins accès aux soins, mais les plus riches aussi. Parce que finalement, ces sociétés-là sont des sociétés qui peuvent être des sociétés très tendues, voire violentes. Alors, Mathieu, avec Yumni Kezouf, vous êtes donc allé à Lyon, où les cours ont repris la semaine dernière, après les vacances. Pour l'instant, 20% seulement de cours en présentiel, c'est donc très loin des annonces du gouvernement. Vous avez sondé leur morale, et après un an de confinement, c'est pas fameux. Oui, Valentine, c'est même très alarmant. Et on vous prévient d'ailleurs, vous qui regardez, certains témoignages peuvent être un petit peu difficiles à entendre. À l'université Lyon 2, plutôt déserte hier, on a rencontré une jeune fille qui s'appelle Lucie Lavaux. Avec son syndicat solidaire, elle est à l'écoute des alertes psychologiques. Elle dresse un tableau plutôt glaçant. La situation, elle est assez désastreuse. On a eu des personnes confinées sans voir personne pendant des mois, ou dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés avec des punaises de lit et des cafards.
ce genre de choses. On a aussi tous les gens, par exemple, qui arrivent dans une nouvelle ville pour commencer leurs études et puis ils n'ont quasiment pas d'activité en présentiel, ils sont juste là, ils connaissent personne, ils savent pas quoi faire, on n'a pas le droit de sortir, il n'y a aucune activité. Un peu avant le Covid, on a quand même un camarade qui a tenté de se suicider en s'immolant par le feu devant le Crous. Le Covid, ça a juste empiré. On a quand même un certain nombre de suicides d'étudiants ou de tentatives de suicide. Un certain nombre. Rien qu'à Lyon, on a eu 4 ou 5 suicides au cours de l'année précédente et encore plus si on compte les tentatives. Repas à 1 €, renfort psy, tout ça a été annoncé par le gouvernement. C'est un premier pas, dit-elle, mais une goutte d'eau dans la mer. Il y a 30 000 étudiants, il y a un psychiatre qui n'est pas là toute la semaine et un psychologue. Donc pour 30 000 étudiants. Donc maintenant, on va en avoir 2. Je ne suis pas sûre que ça arrange beaucoup la situation. Si j'ai des problèmes de dépression là et que je vais qu'on me dit vous aurez votre premier rendez-vous dans 6 mois, c'est pas clairement une solution qui va m'aider à résoudre ma détresse psychologique. Non, je pense que les personnes qui auront été étudiantes pendant la période de Covid, ça va laisser quand même un espèce de traumatisme générationnel. Le Covid, c'est un peu un catalyseur qui fait exploser une situation qui était déjà en train de craquer de tous les côtés. Pour beaucoup, cette année a en effet été un calvaire. Pour s'en rendre compte, on avait rendez-vous avec Alexandra. Elle a 19 ans, elle habite une résidence universitaire gérée par le Crous. Elle y a passé l'essentiel de son temps depuis 1 an. Bienvenue chez moi, ici on est dans un studio du Crous. On est dans des logements qui sont des fois insalubres. Et surtout en ce moment, pour les étudiants, vu qu'on est en distanciel, on est constamment enfermés ici. C'est pas super d'être là toute la journée. Dans son appartement, elle nous a montré le sol gondolé, les moisissures dans la salle d'eau et un problème plutôt gênant. La connexion Internet, donc c'est un gros problème en ce moment parce qu'on a tous les cours à distance et on est face à une connexion Internet qui est très instable. Par exemple, ce matin, j'ai pas pu suivre un de mes cours et c'est partout pareil. On a une connexion qui est très instable, on n'arrive pas à suivre. Dans la résidence, le Resto U est fermé depuis des années. Pour les repas à 1 €, donc, Valentine, c'est raté. Il faut aller sur d'autres campus, souvent éloignés. Suite de la visite dans un autre bâtiment où on a découvert des cuisines collectives et des salles de bain, vous voyez, en sale état. Bienvenue au Crous. Celle-là, elle marche pas et c'est pas super haut, là. On a toqué à la porte de son ami Célien dans son 9 mètres carrés. Lui, il en peut plus. Salut. Bonjour, donc bienvenue chez moi. Alors, tu vis ici? Je vis là, dans ce 9 mètres carrés, c'est pas très grand, hein. On a déjà fait le tour. Hein. C'est une pièce avec un PC pour travailler, parce que je fais des études d'informatique, un lit pour dormir a priori. Et on peut même pas changer de pièce, puisqu'il n'y a qu'une pièce, en fait, juste on passe notre temps dans la même pièce, entre le lit et le bureau. Au début, c'était bien, parce qu'il n'y avait pas encore le Covid, donc je sortais et tout, donc je changeais d'air, quoi. Là, je suis juste tout le temps là, je passe mon temps là, et vraiment, je tourne en rond, quoi. Genre, je fais rien de mes journées, en fait. On a souvent des coupures d'électricité. C'est très chiant, c'est-à-dire que en fait, du coup, toutes les prises marchent plus d'un coup. Moi, j'ai mon PC, à chaque fois, il saute, je suis en train de travailler dessus, parce que, comme je vous l'ai dit, je fais de l'informatique. Ça fait chier quand je dois recommencer une journée de boulot, quoi. Dans ces résidences universitaires, il y a beaucoup de boursiers. Pour eux, le Covid a accéléré la précarité. Beaucoup avaient un travail. Ils l'ont perdu, bien souvent, avec la crise sanitaire. Les files d'étudiants augmentent à Lyon aussi chaque semaine pour les distributions alimentaires des Restos du Cœur, par exemple. Et l'épicerie solidaire du campus de Lyon 1, elle ne désemplit pas. Ici viennent des étudiants qui vivent avec quelques euros par jour seulement. Les produits coûtent 10% de leur prix en magasin. Un soulagement pour des étudiants comme Émiline. C'est bon, maintenant? Ouais, ça fait 2,28 €. Vous avez fait quelques courses, c'est quoi? C'est du basique? Oui, c'est l'essentiel. C'est quelques petits basiques qui sont toujours utilisés, enfin, qu'on aime bien avoir tout le temps chez soi. La nourriture que je n'ai pas besoin d'acheter, je peux mettre ce budget-là dans de la nourriture comme des légumes, des protéines, des choses comme ça. Du coup, c'est meilleure alimentation, du coup. J'avais un boulot au tout début, c'était du babysitting, mais du coup, ça s'est arrêté. Du coup, pendant le premier confinement, c'était un peu compliqué. Et du coup, voilà, cet été, j'ai pas trouvé de travail parce que c'était un peu. J'ai envoyé une centaine de CV, il n'y a rien qui a marché. La pandémie, toute cette situation, ça rend la situation des étudiants comme vous plus compliquée. Je pense que ça exacerbe un peu
la condition initiale de l'étudiant. Du coup, si au début c'est un peu compliqué, mais ça a empiré. Mais si au début ça allait, peut-être que ça a juste... Voilà, je pense que c'est juste ça a exaspéré un peu toute la situation initiale. Alors, à force, tout ça a fini par peser sur le moral, bien évidemment. Comme beaucoup, Séverine Lambert a failli craquer. On l'a retrouvée dans le centre de Lyon, à la Croix-Rousse, où elle étudie pour devenir institutrice. La pression du master, les journées à rallonge devant l'ordi, le confinement, le couvre-feu, elle s'est sentie flancher. Il n'y a plus rien d'autre en termes d'espace que l'appartement, finalement. En plus, là, avec le couvre-feu à 18h, je finis les cours à 18h, je sors pas de la journée. Je peux pas. Je peux juste pas. Par quoi vous êtes passé alors psychologiquement ces derniers mois ? Beaucoup de stress, d'angoisse, du doute. Beaucoup de doute de savoir si c'était la bonne formation, si c'était moi qui avais un problème de pas réussir à suivre les cours finalement. Beaucoup de culpabilité aussi de ne pas réussir à travailler, de ne pas réussir à me mettre au travail, même de ne pas réussir à me lever pour suivre les cours qui sont à 8h ou même à 10h. Qu'est-ce qu'on se dit ? Je suis nulle. Je suis nulle. Enfin, on perd complètement confiance en soi, en fait. Je crois que j'étais dans une situation de dépression, oui. Oui. J'ai passé des journées assise sur mon fauteuil à ne rien faire, mais même pas autre chose que les cours, rien. Il y a eu un jour où c'est ma sœur qui est venue ranger mon appartement parce que j'étais incapable de ranger. Séverine a fini par obtenir un suivi psychologique. Un vrai parcours du combattant. En réalité, l'université était débordée par les demandes. Par rapport au nombre de demandes qu'il y avait, ils ne pouvaient pas, proposer de suivi psychologique aux étudiants qui en avaient besoin. Et du coup, ils donnaient une liste d'autres lieux où on pouvait s'adresser. Mais ayant été dans la situation, déjà, oser appeler pour demander un rendez-vous, c'est déjà compliqué. Et attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous et ensuite qu'on nous dise en fait non, on ne peut pas vous proposer de suivi, c'est de contacter d'autres personnes. Mais je pense que c'est très compliqué d'aller contacter d'autres personnes. Et ça, moi j'ai trouvé ça très grave. Séverine va mieux maintenant, mais combien actuellement vivent la même chose qu'elle ? La preuve, dit-elle, que sa génération n'est pas prise en compte. La crise sanitaire, c'est surtout une crise économique. Il y a 3 groupes de la population qu'on peut mettre entre parenthèses. Les étudiants, les retraités, les chômeurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Entre parenthèses. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de valeur économique, ils ne rapportent rien. Du coup, tant qu'à faire... Voilà, Valentine, les étudiants qu'on a rencontrés, en fait, globalement tous, ils sont d'accord. Il faut des mesures d'urgence, une allocation d'autonomie, quelle qu'en soit la forme, plus de moyens aussi, dit-il souvent, pour l'université, et surtout de la considération, bref, des actes, au-delà des effets d'annonce. J'ajoute quand même en quelques mots, quelques ressources pour celles et ceux qui nous regardent. Vous pouvez contacter en cas de difficulté, de volonté de parler, les services de santé universitaires. C'est parfois long, on l'a dit, mais ils peuvent quand même faire passer un certain nombre de demandes. Les centres médico-psychologiques, le service d'écoute Nightline ou le fil Santé Jeune au 0800 23 52 36. 0800 23 52 36. Pas question de ralentir, le gouvernement ne veut pas lâcher sa réforme de l'assurance chômage. Officiellement, cette réforme doit mettre fin à des iniquités dans les allocations des chômeurs. Mais cette réforme est-elle réellement plus juste ? On en parle avec notre invité, Mathieu Grégoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste de l'assurance chômage et de la protection sociale à l'université de Paris-Nanterre. Et Cécile Hautefeuille de la rédaction. Salut Cécile. Bonsoir. Tu as suivi pour Mediapart cette réforme et révélé plusieurs de ses failles. D'abord, un mot chacun pour qualifier cette réforme de l'assurance chômage. Un mot, Mathieu Grégoire. Je dirais peut-être hypocrite, parce que derrière quelque chose qui se présente comme une réforme paramétrique, en réalité, il y a une réforme qui est systémique et historique, qui change profondément le sens même de l'assurance chômage. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une réforme qui n'est pas bonne dans la conjoncture actuelle, c'est une réforme qui n'est pas bonne, quelle que soit la période dans laquelle on se trouve. C'est une réforme qui marque une rupture totale par rapport à ce qui s'est fait depuis 1958. Et donc, on a vraiment un changement de paradigme que j'aurai l'occasion peut-être de détailler, et qui, du coup, est historique et qui introduit par ailleurs, j'ai hésité avec un autre mot, une loterie ou quelque chose de l'ordre de l'aléa, puisque ça va générer des situations extrêmement différenciées pour des cas, pour des salariés qui ont des profils très, très similaires. Ça, on va le voir en détail tout à l'heure. Un mot, Cécile ? Je vais reprendre un malheureux lapsus de la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud. Quand elle a présenté la réforme en 2019, elle a dit que c'était une réforme pour lutter contre le chômage et pour la précarité.
Et elle s'est reprise assez rapidement en disant contre la précarité. En réalité, c'est vraiment une réforme qui va toucher d'abord les plus précaires et qui va les précariser encore plus. Alors, cette réforme, elle fait polémique, elle ne convient pas du tout aux partenaires sociaux, on va les entendre tout à l'heure. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une note de l'UNEDIC. Cette note, la voici, elle analyse les effets du décret de la réforme de l'assurance chômage et page 7, elle en révèle un. Explosif, le changement de calcul du SJR, le salaire journalier de référence, qui a pour effet la première année de diminuer l'allocation de 1 150 000 allocataires à l'ouverture de droits de 17% en moyenne, tout en augmentant la durée de droit pour ces mêmes personnes. Et pour une partie d'entre elles, 365 000, leur allocation mensuelle passera de 885 € à 622 € en moyenne. Alors, face à cette note qui est sortie dans la presse, notamment sur Mediapart, par tes papiers Cécile, eh bien sur les plateaux télé, les ministres sortent les rames et la mauvaise foi. Début mars, sur France Info, le porte-parole du gouvernement est bien gêné. À partir du 1er juillet prochain, Gabriel Attal, plus de 800 000 chômeurs vont voir en moyenne leurs allocations baisser d'un peu plus de 20%. Est-ce que vous êtes sûr que vous irez au bout de cette réforme ? D'abord, vous savez, depuis le début de cette crise sanitaire, on a précisément montré que notre engagement, c'était de travailler pour que des personnes ne soient pas pénalisées injustement par cette réforme. 20% de moins pour 800 000 personnes. Elle a été retardée à plusieurs reprises. Il a du mal à la défendre, cette réforme, Gabriel Attal, malgré toutes les relances de Marc Fauvel. Gabriel Attal, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous faites une erreur politique qui risque de plomber la vie de ces gens-là et la fin du quinquennat? J'entends ce que vous dites, Marc Fauvel. On a montré encore une fois depuis le début de cette crise que pour tous les Français les plus précaires, et notamment les demandeurs d'emploi, on prenait toujours les décisions nécessaires pour les protéger. Elle ne changera plus, cette réforme. Elle ira jusqu'au bout, en tout cas. Mais on va mener cette réforme, évidemment, parce qu'elle est nécessaire. Vous avez répondu à tous les autres points de la réforme, mais pas à la question que je vous pose sur les 800 000. Non, mais c'est une réforme qui est globale, avec un certain nombre de mesures, Marc Fauvel. Sur Europe 1, la ministre du Travail, elle, fait mine de ne pas comprendre. Il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation va baisser. Elle va être rabotée pour plus d'1 million de personnes. Pour les nouveaux demandeurs d'emploi, au fur et à mesure. Mais je pense que c'est aussi une présentation... les plus fragiles qui vont devoir payer les conséquences. Attendez, je pense que c'est aussi une présentation biaisée de ne parler que du montant mensuel de l'allocation. Au total, les droits dont bénéficie un demandeur d'emploi ne baissent pas. Donc si votre allocation mensuelle baisse, vous êtes indemnisé plus longtemps. Et sur France Info, le ministre de l'économie répond par le mépris. Est-ce que vous soutenez cette réforme avec le même enthousiasme que vous avez soutenu la réforme des donations il y a quelques instants? C'est le même UNEDIC, je crois, qui nous avait annoncé 900 000 suppressions d'emplois en 2020. Il y en a eu 330 000. Donc je prendrai les estimations de l'UNEDIC avec beaucoup de précautions. Voilà, un peu à cran le gouvernement sur cette réforme de l'assurance chômage. Alors, est-ce que cette projection de l'UNEDIC, 1 million de chômeurs privés de 17% de leurs allocations, est-ce que c'est faux, comme l'affirment par exemple Elisabeth Borne et Bruno Le Maire? Je ne vois pas pourquoi ce serait faux. Enfin, je veux dire, je n'ai pas entendu de chiffres alternatifs à cette estimation, et on comprend tous les mécanismes qui vont conduire à une baisse des allocations. Et ce que dit la ministre est en partie faux, c'est-à-dire qu'effectivement, pour certains allocataires, on va avoir une prolongation de leur durée d'indemnisation, ce qui va amener à avoir des mois indemnisés là où les mois n'auraient pas dû être indemnisés avant la réforme. Mais c'est vrai qu'en réalité, l'UNEDIC l'a montré, désolé, c'est encore l'UNEDIC, je ne sais pas si c'est une source très fiable, mais elle a montré que c'était vrai que dans 33% des cas. En réalité, dans 66% des cas, ça va se traduire par une baisse de l'allocation qui va être nette. Qui ne va pas être rallongée dans le temps. Qui va peut-être être un petit peu rallongée dans le temps, mais au final, quand on fait la somme globale, il y a 66% des allocataires qui auront une perte de droits. Cécile ? Rien n'invalide les chiffres présentés par l'UNEDIC. Comme le disait Denis Gravouille, négociateur CGT sur l'assurance chômage, si l'exécutif n'est pas d'accord avec les chiffres de l'UNEDIC, qu'il présente ses propres projections, on les attend. Depuis que le décret a été publié, l'UNEDIC a publié donc sa note d'impact qui n'a pas du tout évolué. On est toujours sur ces chiffres-là et rien n'invalide aujourd'hui ces chiffres. Elisabeth Borne, elle joue sur les mots. Bruno Le Maire, on voit, il essaye de décrédibiliser l'UNEDIC. En fait, on le voit bien aussi avec Gabriel Attal. Là, on est face à défendre l'indéfendable. C'est un petit peu compliqué. La mesure la plus dure de la réforme, elle va s'appliquer dans 2 mois et demi. Ça commence cette crise. Mathieu Grégoire, les ministres soutiennent que les allocations ne vont pas baisser. Pourtant, l'UNEDIC chiffre à plus de 2 milliards les économies annuelles en régime de croisière de cette réforme. Comment c'est possible de gagner plus de 2 milliards
sans que ça baisse les allocations chômage. Est-ce que c'est possible? Je crois que la réponse est dans la question, hein. C'est pas possible. Tout simplement. Alors, on va entrer dans le détail avec des exemples que vous avez longuement développés sur votre blog de Mediapart. On va prendre un premier exemple, l'exemple de Jean A, hein, qui a eu, on va aller voir s'afficher, qui a eu un CDD de 2 mois au SMIC, une période de 2 mois de chômage, puis un second CDD de 2 mois au SMIC. Mathieu Grégoire, qu'est-ce qui se passe pour Jean A avec cette réforme? On voit à gauche avant la réforme et juste à droite après. Oui, alors avant la réforme, si on prend le schéma de droite, ce qui se passe, c'est qu'il est indemnisé en fonction de son salaire habituel. Et son salaire habituel, effectivement, c'est le SMIC. Et donc le SMIC actuellement est à 1 555 € par mois. Et donc il obtient une indemnisation qui est de 960 € et qui est en rapport avec ce qu'il gagne quand il travaille, c'est-à-dire 1 555 €. Après la réforme, à gauche, en revanche, eh bien, on joue sur les mots, comme on avait joué sur les mots quand on avait expliqué qu'il y avait 20% de chômeurs qui gagnaient plus en chômant qu'en travaillant. De la même façon, on calcule un salaire qui n'est pas un salaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que les mots qui sont employés par cette réforme sont faux. Et on calcule son salaire non plus en fonction de ce qu'il gagne quand il travaille, mais sur toute la période. Et là, vous voyez qu'il est au chômage 2 mois sur 6 mois, donc ça veut dire qu'un tiers du temps est chômé, et donc finalement, au lieu de considérer son revenu de remplacement sur 1 500 €, qui est son salaire, on va le considérer sur 1 500 €, sur 2 tiers du SMIC. Et donc son salaire journalier, son salaire mensuel de référence, en quelque sorte, va devenir 1 000 € au lieu de 1 500 €. Et donc en cascade, on voit tous les effets que ça a, notamment le fait que son allocation va être très diminuée. Elle baisse de quasi un tiers, en fait. Elle baisse de 1 tiers plus 120 €. Exactement. Ok. Qu'est-ce que ça illustre, ce cas ? Ça illustre, en fait, c'est un cas d'école, c'est-à-dire c'est le cas que prend la ministre qui dit finalement... si vous touchez moins, c'est que vous touchez plus longtemps. Voilà, et donc finalement, au lieu d'avoir 4 mois, là j'ai plus le... Ouais, au lieu d'avoir 6 mois, vous avez 4 mois. Ouais, mais j'ai plus du tout. Au lieu d'avoir 4 mois, vous avez 6 mois. On peut le remettre ? Ouais, merci. Voilà, donc au lieu d'avoir 4 mois d'indemnisation, vous touchez 6 mois, mais bon, vous ne toucherez pas 960, vous toucherez 780. Exactement, sauf que c'est un cas d'école, parce que dans la vraie vie, on voit bien que ce genre n'existe pas. C'est-à-dire que la personne qui travaille comme ça par intermittence, qui est dans une intermittence de l'emploi et qui s'arrête totalement de travailler le jour où elle commence à percevoir des indemnisations, on voit bien que c'est une sorte de non-sens, enfin en tout cas c'est un raisonnement à très courte vue, puisqu'il ne se constitue plus de droit. Donc la réalité de ce que le gouvernement a appelé du vilain mot de permittence, c'est que les gens restent dans l'intermittence, même quand ils continuent d'être indemnisés. Et s'ils restent dans l'intermittence, s'ils continuent de travailler, en fait ils rechargent des droits. Donc ce qui va se passer en réalité, pour une personne comme ça, c'est qu'elle va continuer à travailler, elle va recharger des droits, et donc dès qu'elle va arriver à épuisement de ses 780 €, eh bien, elle va réouvrir de nouveaux droits. Et donc ça, en permanence, au lieu de gagner 960 € comme auparavant, elle va gagner 780 €. Et ça va être en permanence. Cécile, vous voyez acquiescer. Je te voyais acquiescer. En fait, on est sur un fantasme permanent de cette personne qui va aller travailler quelques mois et ensuite se mettre en vacances pendant 6 mois en attendant que ses allocations chômage soient épuisées. Et puis, oh tiens, ça y est, mes allocations sont épuisées, vite, je vais retrouver un travail pour retrouver du revenu. Mais c'est complètement faux, ça n'existe pas. L'UNEDIC l'avait démontré, les personnes qui ont très peu de droits ouverts, ce sont celles qui, dans le temps, ce sont celles qui retravaillent le plus vite. En clair, l'UNEDIC avait démontré que les gens n'attendent pas d'avoir consommé l'intégralité de leurs droits pour retravailler. Contrairement à cette idée reçue. C'est un fantasme. Tu t'es intéressé au sort de plusieurs fonderies en France en ce moment, et particulièrement une dans le Jura menacée de fermeture. Oui, alors les fonderies de France, c'est environ 14 000 emplois, et depuis quelques mois, c'est une crise sociale à bas bruit. Fin 2020, la fonderie de Poitou a annoncé la fin de l'activité. 292 salariés sont concernés. Peu après, c'est le sort de la fonderie FVM de Villers-la-Montagne, en Meurthe-et-Moselle, qui inquiétait 130 salariés. Mêmes inquiétudes à la fonderie SAM de Viviers dans l'Aveyron. 364 salariés et des discussions avec un potentiel repreneur qui sont au point mort.
tout récemment, ce sont les 350 salariés des fonderies de Bretagne, propriété du constructeur Renault, mais qui veut vendre, qui se sont mobilisés. Et puis, autre dossier en cours, donc celui de MBF dans le Jura. Les quelques 250 salariés de l'entreprise seront fixés le 11 mai sur une éventuelle reprise. Alors, à Saint-Claude, nous nous sommes rendus avec Yumnik Kezouf. Saint-Claude, c'est la capitale de la pipe, comme en témoignent les poubelles publiques, mais c'est surtout une ville très encaissée dans le Jura. Sur place, MBF est le principal employeur industriel. C'est une ville qui a déjà perdu 2 à 3 000 habitants en 10 ans, dont l'hôpital a été privé de sa maternité et de sa chirurgie, qui a vu une ligne de TER supprimée. Dans le centre-ville, on ne compte pas les commerces à vendre ou à louer. Bref, la ville n'a vraiment pas besoin d'une nouvelle crise sociale, Mathieu. On y produit quoi dans cette fonderie? Eh bien, c'est une fonderie, mais qui produit de l'aluminium. D'ailleurs, son nom, c'est MBF Aluminium. Laurent Crou, chargé de méthode sur place, nous a fait la visite. On y fabrique des pièces pour Renault et Stellantis, anciennement Peugeot, des pièces pour les moteurs et notamment, avec une toute nouvelle presse, des presses pour les moteurs hybrides. L'usine est occupée par ses salariés depuis 1 mois maintenant. Le 27 avril, un nouveau rendez-vous a eu lieu au tribunal de commerce. Naïl Yalcine, délégué CGT, nous résume la situation. Il y a bien une offre officielle qui a été déposée avec un volet social qui est de 229 salariés repris sur les 257 CDI. Et il y a une lettre d'intention d'un industriel, d'un individuel, je vais dire, qui a fait sa carrière dans l'industrie, mais qui, lui, en fait, se laisse désirer pour pouvoir venir reprendre l'entreprise avec une casse à peu près de 30% de l'effectif. Christiane Benoît, salariée de l'usine depuis 35 ans, dit sa crainte et surtout, elle accuse les constructeurs. Mais ils ne veulent pas nous donner de boulot, alors. Renault, PSA. S'ils ne nous donnent pas de boulot, c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer comme ça. C'est dû à quoi, à votre avis, qu'ils ne vous donnent pas de boulot? Comment? Pourquoi ils ne vous donnent pas de boulot? Ah ça, j'en sais rien. Ouais, ils l'envoient en Espagne, à Perpète. Enfin là, puis n'importe comment, ils ne voulaient pas de notre patron. Enfin là, maintenant, on l'a plus. On s'en est débarrassé. L'avenir de l'usine, c'est surtout, pour elle, l'avenir des salariés, dont certains, au bout d'une longue carrière sur place, n'envisagent pas une quelconque reconversion. Il ne faudrait pas que ça ferme, parce que à Saint-Claude, c'est foutu. Si Monzon y ferme, la ville coule, on dit. Moi, j'aimerais finir ma carrière là, moi. Il vous reste combien de temps à peu près de carrière? Il faut que j'aille jusqu'à 62 ans, là j'aurai 59 ans. D'accord. Il faut que j'aille jusqu'à 62. Vous, si vous entendez parler de plan de reconversion et tout ça, ça vous parle pas vraiment, quoi? Je peux continuer, moi. Même si ça tient encore 1 an, faut que je fais 1 an, moi. Même s'ils me donnent un chèque pour partir, je pars pas. Non. Je finis ma carrière là, moi. Honnêtement, je ne sais pas du tout aujourd'hui dans quoi me reconvertir. Quand je vais avoir 52 ans, voilà, je suis un peu... ben voilà. C'est la grande question. Aujourd'hui, si MBF ferme, c'est la dernière grosse entreprise qui est plus là. 300 personnes à la porte, ce sera 1000 emplois induits qui seront supprimés dans la vallée, donc ça sera un drame. Ouais. La semaine à venir jusqu'au 11 mai risque donc d'être tendue, comme en témoigne l'ambiance à l'AG de mercredi dernier. Il faut hausser le ton, ça ne veut pas dire d'être violent, hausser le ton, mais si à un moment donné, pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter par nos dirigeants, s'il faut en arriver là, j'aurais tendance à vous dire, il faut qu'on y aille. S'il faut aller péter les carreaux de la préfecture pour pouvoir se faire écouter, je ne sais pas s'il faudra le faire, mais voilà. Il faudrait peut-être passer à une étape au-dessus. Naïd, il est un peu diplomate, mais moi je vais le dire plus brutalement. S'il faut casser, il faut qu'on casse. S'il faut qu'on aille jusqu'au bout, on ira. S'il faut péter la préfecture, on le fera. Enfin, quand je dis péter, c'est leur balancer les pièces, hein, c'est pas une bombe. Voilà, commençons par des œufs, des tomates. Christophe, que fait le gouvernement ? Eh bien, il a tenu le 26 avril une réunion à Bercy avec les principaux acteurs de la filière. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé la mise en place d'un fonds de 50 millions d'euros pour aider à la reconversion des salariés de l'ensemble du secteur automobile, avec un maître mot, l'anticipation.
Nous allons donc mettre en place un plan d'action spécifique qui doit servir de modèle pour l'ensemble des évolutions industrielles, avec un maître mot, anticiper et ne pas subir. D'ordinaire, nous sommes les champions en France pour laisser venir les difficultés, les subir, avoir ensuite une armée de plans sociaux qui créent beaucoup de dégâts sociaux partout sur le territoire. Là, nous savons qu'il va y avoir des difficultés, nous les anticipons et nous faisons le maximum pour protéger les salariés, ne pas subir et donner à la fonderie française la capacité à se réinventer et à se projeter vers l'avenir. Sauf que pour les salariés, c'est pas vraiment une question d'anticipation dans cette affaire. On écoute Naël Yalcine lors de l'AG. 50 millions là, c'est pour reconvertir les salariés de la fonderie dans d'autres métiers, pour vous accompagner dans la mobilité. Malheureusement, ça veut dire quoi? C'est significatif qu'ils ont acté, je suis désolé de le dire comme ça, mais le fameux projet Roland Berger qui prévoit la suppression de 5200 emplois à horizon 2025, c'est pour financer ce méga plan social à l'échelle nationale. D'accord? Et on le répète, on le redit, nous les salariés d'NBF, en tout cas les salariés au plus large de la filière fonderie, pensent qu'ils ont encore un avenir. Et ce n'est pas de l'argent qu'on veut, ce n'est pas des mesures d'accompagnement, c'est des volumes. Et ces volumes-là, c'est Renault, c'est PSA, c'est d'autres fabricants qui vont nous le donner. Même son de cloche pour Laurent Crou. Le fonds qui a été voté, qui semblerait être pour nous permettre de reconvertir certaines fonderies, nous on n'a pas à être reconvertis puisqu'on est déjà dans l'aluminium léger. Eh ben, on a plutôt l'impression que c'est juste pour aider les salariés au départ et puis voilà, pour éventuellement se convertir dans autre chose. Alors, il y a deux versions. Hein. Qui dit vrai, le gouvernement ou les salariés? La balance penche plutôt, Mathieu, du côté des salariés, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement, comme les constructeurs, s'appuie sur une étude réalisée en juin dernier qui porte sur la filière. C'est le fameux rapport Berger qui n'est pas encore rendu public, mais que nous nous sommes procurés. Et il a le mérite d'être clair. C'est à la page 15. Il faut, selon le cabinet, consolider le secteur avec 2 champions. Et surtout, il faut le faire dans les 3 ans. Et, je cite, accepter qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. L'objectif de cette consolidation, elle est simple, hein, c'est de sauver 2500 emplois sur les 5200 qui seraient détruits selon l'étude si l'on ne fait rien. Plus loin, page 19, le cabinet Berger estime que ces 2 champions devront répartir leur site entre la France, pour environ 40% de la production, l'Allemagne pour 5% et c'est dit tout à fait explicitement dans le document, le reste dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, Portugal, Pologne, Bulgarie, République tchèque. En bref, la solution Berger semble douloureuse mais imparable et c'est bien ce que reproche Naël Yalcine à ce rapport. Cette étude, elle dit tout simplement qu'en France, au niveau de la fonderie, il y a trop d'usines, il y a une surcapacité de production et qu'il faut fermer des usines pour pouvoir, en tout cas, répondre au marché français, alors que c'est totalement faux. Le marché français a de l'avenir. Il suffit uniquement que les constructeurs français décident de relocaliser de l'activité. Et en tout cas, c'est une des questions que nous avons posées aux réalisateurs de cette étude-là, en disant quel serait le niveau de capacité en France si les constructeurs français relocalisaient de l'activité. Et nous n'avons pas de réponse à ces questions-là. Pour LREM, les régionales sont perdues. Le parti n'a remporté aucune région. Pourtant, le président Emmanuel Macron a décidé qu'il ne tirerait aucune leçon du scrutin. D'ailleurs, il l'avait annoncé avant. Et dans son entourage, on tente une diversion. Le quotidien Les Échos nous apprend ce lundi que le scénario d'une nouvelle réforme des retraites est à nouveau sur la table. Et oui, on la croyait enterrée, elle est encore là. À croire en tout cas Les Échos, une partie du gouvernement et les collaborateurs d'Emmanuel Macron souhaitent, nous dit le quotidien économique, une réforme dès l'automne pour, je cite, renverser la table avec un report possible de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans pour les personnes nées en 1964 et bien sûr les suivantes. Une disposition qui serait inscrite, nous dit le quotidien économique, dans le prochain projet de loi de finances, donc à l'automne, et qui pourrait aussi comprendre la fin des régimes spéciaux. Rappelons que l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui c'est 62 ans, donc 2 ans de plus. Alors coup de bluff pour couper l'herbe sous le pied d'une droite requinquée par les régionales, vraie volonté de remettre sur le tapis une réforme que le gouvernement n'a pas réussi à faire passer avant le Covid et qui a occasionné, on s'en souvient, beaucoup de contestations. On va
va faire le point avec Michaël Zemmour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à la Sorbonne et à Sciences Po, spécialiste de la protection sociale. Michaël Zemmour, que pensez-vous de ces annonces? Est-ce que c'est du bluff, un ballon d'essai? Est-ce que c'est plausible? C'est dur de savoir l'avenir. Par contre, c'est vrai que sur la réforme des retraites, depuis que la dernière, la grande réforme systémique du président Macron a été passée au 49.3 puis enterrée, on a eu 3, 4 ou 5 ballons d'essai comme ça sur des réformes en préparation. Et donc, c'est pas la première fois. Et donc, à chaque fois, on se demande, bon, est-ce qu'il faut travailler sur ce nouveau projet ou est-ce que c'est juste un test? Par contre, ce qui est vrai, c'est que si le gouvernement veut agir sur les retraites, il n'a plus beaucoup de fenêtres possibles. Et la seule, en fait, qui reste, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2022, qui est en ce moment en préparation dans les ministères et qui sera discuté au Parlement à l'automne. Donc ça, c'est vrai. Alors, plusieurs rapports poussent en ce sens, un allongement de l'âge légal notamment. Il y a eu la Cour des comptes et récemment la contribution de 2 économistes, le prix Nobel d'économie Jean Tirole et l'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui dans un rapport remis à Emmanuel Macron récemment plaident eux aussi pour une réforme, d'ailleurs une réforme à points, on y reviendra peut-être. Le MEDEF, lui, le patronat, est aussi pour porter l'âge légal à 64 ans, mais considère que c'est pas opportun maintenant, qu'il faut plutôt le faire en début d'un prochain quinquennat présidentiel. Alors, pour vous, j'ai une question très simple. Concrètement, est-ce que le régime des retraites, les comptes de la Sécu sont si mauvais qu'il faut absolument une réforme des retraites? Parce que c'est souvent les mêmes arguments qu'on entend, une sorte de triptyque. Les gens vieillissent, on travaille plus longtemps, les comptes sont mauvais, il faut réformer. Alors, les gens vieillissent, on travaille plus longtemps, c'est vrai. On vit plus longtemps un petit peu aussi. Par contre, le fait que le système de retraite soit en danger de faillite et que du coup il faille une réforme et cette réforme est dans l'urgence, c'est faux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui rend chaque année un rapport sur l'état du système de retraite et puis une projection jusqu'en 2070. Et dans le dernier rapport qui est paru il y a 1 ou 2 semaines, grosso modo, le diagnostic, c'est il n'y a pas de danger financier sur le système. Il y aura peut-être quelques réglages à faire parce qu'on ne sait pas dans quel état sera l'économie dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, mais il n'y a aucun danger de faillite. Par contre, ce que dit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, est-ce qu'une vraie question, c'est que si on ne fait pas de réforme des retraites, je dirais en positif, réforme progressive, progressiste, les retraites vont se casser la figure. C'est-à-dire que les gens qui ont une 40aine d'années ou moins, au moment de leur passage à la retraite, auront un niveau de vie sensiblement dégradé par rapport à leur période d'activité. Et donc, ce que nous dit le rapport du corps, c'est pas que le système est en danger de faillite, ça c'est faux. C'est plutôt que si on fait rien, les retraites vont se dégrader et qu'on s'oriente vers un mix retraite publique, privée, par exemple. Alors, il y a eu de nombreuses réformes des retraites ces dernières décennies, 1993, 2003, 2010, 2013, celle de Emmanuel Macron qui a finalement capoté. Est-ce que ces réformes, ça va dans le sens de ce que vous disiez, ont plutôt réduit ou accru les inégalités? Et réduit les pensions, accru ou réduit les pensions? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une phase de progrès social qui s'étend de la Seconde Guerre mondiale, 1945, jusqu'au début des années 2000 finalement. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, malgré des réformes qui réduisaient les droits individuels, la durée de retraite s'allongeait et le montant de la retraite augmentait. Et ce qui se passe depuis le milieu des années 2010, c'est un raccourcissement de la durée de retraite et une baisse des taux de remplacement, c'est-à-dire la part de son salaire qu'on garde en allant à la retraite. Et puis surtout, maintenant, depuis 2018, une baisse même du montant moyen de la retraite. Et donc, l'effet des réformes successives qui ont eu lieu, celle de 93, celle de 2010, puis quelques réformes entre tout ça, continuent à se poursuivre. C'est-à-dire que l'allongement de la durée de cotisation va continuer jusqu'à la génération 73, par exemple. Et puis, on est sur une phase descendante déjà des retraites. Les gens qui partent à la retraite aujourd'hui vont avoir à peu près 1 an de retraite en moins, compte tenu de leur espérance de vie, que les gens qui sont partis il y a 10 ans. Donc, c'est pour ça que pendant longtemps, on a vendu, entre guillemets, les réformes des retraites en disant, vous savez, on vit plus longtemps, il faut bien travailler un peu plus. Mais en fait, ces gains d'espérance de vie, on les a déjà mangés par les réformes précédentes. Et toute nouvelle réforme qui aurait lieu, par exemple la retraite à 64 ans, ça se traduirait par un raccourcissement de la retraite. Et donc, on est déjà dans une phase de régression sociale, on pourrait dire. Le chercheur Bruno Palier, il estime dans une tribune au Monde que repousser, qui est un spécialiste des retraites, que repousser l'âge du départ à la retraite sans autre forme de mesure d'accompagnement grossirait mécaniquement les rangs des chômeurs. Est-ce qu'il a raison ? Alors oui, c'est ce qu'on a observé avec la réforme de 2010. En fait, quand on décale l'âge de la retraite, il se passe 2 choses à la fois.
Il y a des gens qui travaillent plus longtemps, c'est ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Donc les gens en gros qui sont en emploi au moment de la retraite, si vous décalez l'âge de la retraite ou décalez l'âge de cotisation, ils vont travailler plus longtemps. Et on a vu ça se produire entre 2010 et 2018. Mais dans le même temps, il y a plein de personnes qui sont hors de l'emploi bien avant l'âge de la retraite. Et ces personnes-là, elles vont passer un temps plus long au chômage, en invalidité, au RSA ou sans revenu, à vivre des revenus de leur conjoint. Et il y a des chercheuses et des chercheurs qui ont montré qu'à chaque réforme des retraites, en fait, il y avait des effets de déversement vers l'UNEDIC, l'AAH, dont on a beaucoup parlé. L'allocation adulte handicapé. Exactement. Ou le RSA. Et donc, effectivement, tirer... Il faudrait craindre les mêmes effets ici, c'est-à-dire un effet d'appauvrissement d'une certaine façon. Un effet d'appauvrissement et d'augmentation des inégalités, encore plus fort, en fait, parce que c'est pas la même chose de passer à la retraite de 60 à 62 ans que de 62 à 64. Justement, un report de l'âge légal à 64 ans, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste au vu des conditions de travail et du contexte du marché de l'emploi, surtout en sortie de pandémie là? Est-ce que c'est possible? C'est dans les mains du gouvernement. Il peut le faire techniquement. Est-ce que beaucoup de gens arrivent jusqu'à 64 ans en réalité en pratique aujourd'hui? Est-ce que c'est sérieux de le faire aujourd'hui? Non. Alors, l'âge moyen de la retraite, il doit être autour de 63 ans. Mais en fait, ce que nous montrent les statistiques, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus en emploi au moment où elles prennent leur retraite. Donc, il y a des gens qui attendent plus d'1 an pour liquider leur retraite, soit au chômage, soit en inactivité. Déjà parce que la barre est un peu trop haute. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une période de crise économique et qu'on sait qu'au moins à court terme, quand on déplace l'âge de la retraite, ça rajoute des seniors sur le marché du travail et ça a tendance à faire augmenter le chômage, au moins à court terme. Et donc si on fait ça maintenant, dans une période où le chômage est très élevé, et ce que nous disent les prévisions économiques, c'est que ça va continuer encore quelques mois, on risque d'aggraver ce problème-là. Donc ça paraît pas sérieux. Et puis je voudrais rajouter quelque chose, c'est que ça serait une mesure particulièrement brutale. Le ballon d'essai dont on parle... Passer de 62 à 64, comme ça, on passerait très rapidement sur les projections. La fuite, elle vient des Échos ce matin, et les Échos nous disaient on fait ça en 4 ans. C'est-à-dire la génération 61, vous pensiez partir à 62 ans, c'est 62 ans et 6 mois. Génération 1964, vous partez à 64 ans. Et donc vous prenez 2 ans dans la vue en quelques mois. Et donc ça veut dire qu'on concentrerait des économies très importantes, 14 milliards d'euros d'économies, sur à peine 3 millions de personnes, c'est-à-dire les gens qui sont entre 55 et 60 ans aujourd'hui, quoi. Alors qu'à côté, on a, 26 millions de cotisants, on a 16 millions de retraités. Donc ça serait une réforme encore plus brutale que celle qu'on a connue, par exemple, avec la réforme Fillon. Ce serait quoi une bonne réforme des retraites, si bonne réforme des retraites il y a? Alors déjà, ce serait un bon débat sur les retraites. C'est-à-dire qu'avec la réforme de Levoy, Macron ou Bruno Le Maire, le gouvernement passe son temps à créer des faux problèmes pour imposer ses réponses. C'est-à-dire? Les faux problèmes, c'est au secours, le système est en déficit, en faillite. C'est pas vraiment le cas. Le système est trop compliqué. Oui, c'est vrai, mais on peut faire des ajustements. Et les réponses qu'il veut imposer, en réalité, c'est un système en pilote automatique, ça c'était la réforme systémique qui a été abandonnée, et puis c'est une baisse de la part des retraites dans l'économie. C'est une obsession. D'accord. Une vraie question qu'on peut poser à notre système de retraite, c'est quelle retraite on veut aujourd'hui et pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. La France, elle a un truc particulier, c'est qu'en France, la plupart des retraités, ils vivent que de leur retraite publique. Il n'y a pas de retraite privée à côté. Ils ont des économies dans leur logement, un peu dans leur assurance vie, mais par contre, la retraite, c'est public. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut faire comme dans les autres pays européens, c'est-à-dire aller vers un système mi-public, mi-privé. Et ce qu'on a vu dans les autres pays européens, c'est que ça s'accompagne de retraites plus faibles et d'un peu plus d'inégalités. Parce que les retraites privées, c'est globalement plus inégalitaire. Ou alors, est-ce qu'on veut garder la spécificité française, et auquel cas il faut se donner des objectifs d'âge, mais aussi de niveau de vie des retraités. Pas laisser le système dériver comme ce qui est prévu actuellement. Et donc, on a des vraies questions à poser sur le système de retraite, et une bonne réforme, ça serait une réforme qui poserait ça sur la table. Quels objectifs on se donne, par exemple, pour les gens qui ont 30 ans ou 40 ans aujourd'hui, quelle retraite on leur promet? Oui, puis on pourrait parler aussi des populations les plus précaires, dont on a beaucoup parlé au moment de la pandémie, des gens qui peuvent avoir des parcours hachés, mais qui sont ces gens qui étaient en première ligne. Ils ne sont jamais vraiment pris en compte dans les réformes des retraites, non? Alors, c'est vrai que quand on regarde les réformes des retraites, elles sont toujours faites avec une carrière type en tête. C'est ça. La carrière de l'ouvrier masculin à carrière complète sans interruption.
Pendant très longtemps, on n'a même fait que cette carrière-là. Et les chercheurs montrent que dans les années 80, quand on disait « et alors sur les femmes ?» Ah ben on ne sait pas. Parce qu'on n'avait pas les carrières, on dit atypiques, mais en fait juste hachées de beaucoup de femmes. Et encore aujourd'hui, il y a des vraies questions que pose notre système. Il y a le fait que beaucoup de femmes ont des carrières très incomplètes parce qu'on a fixé des critères, des objectifs sur le modèle de cette carrière masculine. Et puis, il y a le cas des polypensionnés, des gens qui travaillent un peu dans le public, un peu dans le privé, un peu à l'étranger, et qui souvent se font avoir aux règles de calcul. Donc ça, c'est aussi des vrais sujets qu'on pourrait adresser, plutôt que d'être tout le temps focalisé sur la réduction des dépenses. Oui, il y a de vraies inégalités dans le système de retraite actuel, mais c'est plutôt ça qu'on pourrait traiter, c'est ce que vous dites. Juste une ou deux petites questions encore. Des syndicats comme la CGT, des partis comme la France Insoumise demandent un retour à l'âge légal de départ à 60 ans. Vu les discours qu'on a en général, ça paraît totalement irréaliste, si on écoute Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron. En quoi est-ce que c'est réaliste pour vous ? La possibilité de partir à 60 ans, elle existe encore aujourd'hui pour des gens, par exemple, qui ont des carrières longues. Donc la question, c'est à partir de quel âge on a le droit de partir et aussi avec quelle retraite. Des personnes qui ont commencé très tôt et qui ont une carrière très longue peuvent partir. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, doivent attendre 62, 63, parfois même 67 ans pour partir. Donc il faut mettre ensemble deux choses. À partir de quel âge on a le droit de partir et avec quel niveau de pension. Si on veut mettre la retraite à 60 ans, ça veut dire qu'on augmente considérablement les moyens dans le système de retraite. À l'inverse, le gouvernement, il est dans une logique où il dit on ne mettra plus un centime dans le système de retraite, et comme il y aura beaucoup plus de retraités, vous aurez le choix entre partir beaucoup plus tard ou avec beaucoup moins. Il y a sans doute une voie médiane entre les deux, et c'est de ça dont on pourrait discuter avec les options politiques de chaque parti.